J'ai apporté le déjeuner au travail de mon mari. Son amant a jeté la boîte à lunch au concierge et s'est moqué, femme de village, jetez-la. Mon mari a ri, son patron l'a ramassée, l'a goûté et a demandé, qui a cuisiné cela? Il s'est avéré que mon nom est Lucie Dubois. En ce moment, je suis pétrifié, debout sur le seuil d'un bureau luxueux. L'air de la climatisation me glace jusqu'aux os, mais ce n'est pas ce qui fait trembler violemment mon corps. Mes yeux fixent la grande table en chêne au centre de la pièce, où est assis mon mari, Didier Duval. Cependant, il n'est pas seul. Une femme très maquillée et vêtue de vêtements moulants est tendrement appuyée sur son épaule. Cette femme s'appelle Valérie. Sur le bureau de Didier repose une vieille boîte à lunch en acier émaillé qui a appartenu à ma défunte mère. Cette boîte à lunch classique, avec ses bords usés, semble être complètement déplacée parmi les objets de luxe de ce bureau de Madrid. J'étais venu avec cette boîte à lunch avec beaucoup d'enthousiasme, ayant préparé le ragoût préféré de mon mari, mais ce que j'ai reçu fut une humiliation qui a brisé toute ma dignité. Valérie a regardé la boîte à lunch avec une expression de dégoût, comme si l'objet était porteur d'une maladie. Puis elle a appelé un employé de nettoyage qui, par hasard, nettoyait une table dans un coin de la pièce. Emmenez ce plat à la poubelle. Jetez-le. Son odeur est très gênante. Elle fait sentir mon bureau comme la campagne, a dit Valérie d'un ton aigu et arrogant. J'ai retenu mon souffle. Mes yeux se sont tournés vers Didier, mon propre mari. J'espérais qu'il se fâcherait, qu'il défendrait la nourriture de sa femme ou du moins qu'il réprimanderait cette femme. Cependant, mes espoirs se sont brisés. Didier a simplement lâché un rire étouffé, a enlacé la taille de Valérie de son bras et a regardé la boîte à lunch sans la moindre culpabilité. Emmenez-le dehors, comme dit Valérie, qu'il n'aille pas salir ce bureau, a ajouté Didier en s'adressant à l'employé de nettoyage. L'employé a hoché la tête, effrayé. Il a pris ma précieuse boîte à lunch et s'est dirigé vers la sortie, passant à côté de moi, tandis que je restais figé dans la porte entr'ouverte. Mes yeux et ceux de Didier se sont croisés par accident. Il m'a vu là, debout. Mais au lieu d'être surpris ou de se sentir coupable d'être pris en flagrant délit d'infidélité envers sa femme, Didier m'a seulement jeté un regard froid et méprisant. Un regard qui insinuait que je ne méritais pas d'être dans son environnement luxueux. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. L'air semblait avoir quitté mes poumons. Sans pouvoir articuler un seul mot, je me suis retourné et j'ai couru le long couloir du bâtiment d'entreprise. Mes larmes ont finalement coulé, inondant mon visage sans maquillage coûteux. Je n'ai pas fait attention au regard de plusieurs employés qui me voyaient courir en pleurant. La seule chose qui me trottait dans la tête était une douleur insupportable. La nourriture que j'avais préparée depuis l'aube avec tant d'amour a été humiliée comme des déchets de la campagne. Le mari que j'avais servi avec dévotion me rejetait pour une autre femme. Comment ma vie a-t-elle pu s'effondrer de cette manière? Cette question ne cessait de tourner dans ma tête, et dire qu'il y a à peine 24 heures, j'étais encore une épouse naïve, une épouse qui essayait de toutes ses forces de sauver un mariage qui commençait à devenir froid. La veille de cet incident douloureux, je comptais les pièces des commandes de mon petit service de traiteur à domicile, dans le salon de notre maison, dans un quartier modeste de la banlieue. J'acceptais des commandes de voisins pour aider à l'économie familiale. Depuis que Didier avait été promu directeur il y a quelques mois, son attitude avait radicalement changé. Il était obsédé par les marques de créateurs, le style de vie luxueux et exigeait un niveau de vie très élevé. Je ne voyais jamais son gros salaire à la maison car tout était dépensé en vêtements chers, en montres et en sorties nocturnes. Cette nuit-là, Didier est rentré très tard. Il est entré dans la maison d'un air mécontent, jetant son costume coûteux sur le canapé sans y prendre garde. Je me suis approché immédiatement, le recevant avec le meilleur de mes sourires et lui offrant un verre d'eau. « Tu as déjà dîné, Didier ? Je t'ai gardé ton ragoût préféré. Je le réchauffe un instant, qu'en dis-tu ? Ai-je demandé doucement. Didier m'a regardé de haut en bas. Son regard s'est arrêté sur la robe de chambre négligée que je portais. Il a reniflé brusquement. Pas besoin. J'ai déjà dîné dans un restaurant très cher de la capitale avec mes collègues de travail. Tu ne changes jamais, Lucie. Toujours à offrir de la nourriture de taverne. Quand vas-tu t'adapter à mon poste actuel ? Regarde-toi. C'est complètement inapproprié pour l'épouse d'un cadre supérieur de l'entreprise, a dit Didier avec dureté. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai baissé la tête en froissant le bord de ma robe de chambre.
J'avais une envie immense de lui répondre que je portais ses vêtements simples et cherchais des revenus supplémentaires pour que notre foyer puisse continuer, car l'argent qu'il donnait pour les dépenses n'était jamais suffisant. Cependant, j'ai choisi de me taire. Je ne voulais pas provoquer une dispute à minuit. Je suis désolé, Didier. J'essaierai de mieux me préparer, ai-je répondu à voix basse. Didier n'a pas répondu. Il est allé directement dans la chambre et a fermé la porte à clé de l'intérieur, me laissant seul dans le salon silencieux. Je me suis assise sur la vieille chaise en bois en regardant les restes de nourriture sur la table. C'est alors que ma mémoire s'est envolée vers ma défunte mère, Rosalie. Ma mère était propriétaire d'une petite maison de repas traditionnelle. C'était une femme très forte, humblée avec un cœur immense. Elle m'a toujours appris que la bonté et la sincérité triomphent toujours à la fin. Elle m'a laissé en héritage une ancienne boîte à lunch émaillée qu'elle utilisait toujours avec son carnet de recettes secrètes rempli d'herbes et d'épices. La nourriture faite avec le cœur peut adoucir même l'âme la plus dure, Lucie. Le message de ma mère a résonné à mes oreilles cette nuit-là. Me souvenant de son conseil, j'ai pris une ferme décision. Je ne renoncerai pas à mon mariage. Je ramollirai à nouveau le cœur de Didier. Je cuisinerai la recette secrète la plus délicieuse de ma mère. Je la garderai dans sa boîte à lunch héritée et la lui apporterai directement au bureau de Didier à l'heure du déjeuner. Je voulais lui faire une surprise. Je voulais lui montrer que même si j'étais une femme simple, je l'aimais profondément. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Je suis allé au marché traditionnel. Choisissant les ingrédients les plus frais avec les économies de mes repas sur commande, j'ai préparé le sofrito, écrasé les épices avec patience et cuisiné à feu doux. L'arôme incomparable du ragoût traditionnel espagnol, avec son paprika fumé, son laurier, son romarin et son safran, a rempli toute la cuisine. Chaque fois que je remuais la marmite, je priais pour que mon mari redevienne tendre, comme lorsque nous nous sommes mariés. Une fois le ragoût à point, je l'ai placé très soigneusement dans la boîte à lunch à étage. J'ai aussi repassé ma meilleure blouse. Je me suis coiffé avec soin et j'ai mis un peu de maquillage pour que mon visage ne paraisse pas terne. Je suis parti pour le bureau de Didier en utilisant les transports en commun. Pendant le trajet, mon cœur débordait de joie, imaginant Didier souriant et louant ma cuisine. En arrivant à cet imposant gratte-ciel de verre, j'ai ressenti un complexe d'infériorité. Le bâtiment était étincelant, les sols brillaient et tout le monde était impeccablement vêtu. J'ai demandé à la réceptionniste du rez-de-chaussée où se trouvait le bureau de mon mari. Après avoir reçu les indications, je suis monté en ascenseur à l'étage où travaillait Didier. J'ai marché dans le couloir, le cœur battant à 1000 à l'heure. Ma main serrait fermement la poignée de la boîte à lunch de ma mère. Quand j'ai trouvé la porte avec la plaque portant le nom de Didier, j'ai vu qu'elle était légèrement ouverte. J'avais l'intention de frapper et de lui faire une douce surprise. Cependant, avant que ma main ne touche la porte, mes oreilles ont capté le rire coquet d'une femme de l'intérieur. Je me suis avancé lentement et c'est alors que mon monde s'est effondré. J'ai vu mon mari embrasser une autre femme, ce qui a culminé avec le mépris que je n'oublierai jamais de ma vie. La boîte à lunch de ma mère. Mes efforts et mon amour ont été jetés comme s'ils ne valaient absolument rien. J'ai continué à courir hors du bâtiment sans savoir où aller. Je me sentais la femme la plus stupide du monde. Cependant, derrière la douleur et les larmes qui ne cessaient de couler, je ne me rendais pas encore compte d'une chose. Je ne savais pas que la boîte à lunch avec ma nourriture que le nettoyeur avait emportée n'arriverait jamais à la poubelle. Ce récipient allait ouvrir un énorme secret et serait le début de la fin de l'arrogance des personnes qui m'avaient méprisé. Le vent chaud de midi a frappé mon visage alors que je me tenais sur le trottoir. Juste devant le majestueux bâtiment d'entreprise, le bruit des voitures semblait rivaliser avec les battements de mon cœur, qui résonnaient de la douleur qu'il contenait. Mes larmes ne s'arrêtaient toujours pas. J'ai regardé la paume de ma main vide et tremblante. Ma main, qui il y a quelques minutes tenait fermement la boîte à lunch de ma mère. Maintenant, elle se sentait froide et vide. Soudain, une prise de conscience m'a frappé violemment à la poitrine. La boîte à lunch. Je venais de réaliser que j'avais laissé le seul trésor précieux de ma défunte mère à l'intérieur. Cette ancienne boîte à lunch n'était pas seulement un récipient pour conserver de la nourriture. C'était le témoin muet des efforts de ma mère pour m'élever. Elle gardait des souvenirs, la sueur et l'amour de ma mère, qui ne pourraient jamais être remplacés par l'objet le plus cher du monde.
Et maintenant cette boîte à lunch allait être jetée à la poubelle par un nettoyeur sur les ordres de la femme qui m'avait volé mon mari. Non, je ne peux pas permettre qu'il jette la boîte à lunch de maman. Je me suis murmuré. Je me suis essuyé brusquement les larmes du revers de la main. La tristesse qui auparavant paralysait mes articulations s'est lentement transformée en une détermination inébranlable. Je ne me souciais plus de la honte, je ne me souciais plus des regards méprisants de mon mari ou de cette femme appelée Valérie. Je devais rentrer. Je voulais juste récupérer les affaires de ma mère et quitter cet endroit maudit pour toujours. D'un pas rapide, je me suis retourné et suis rentré dans le hall de l'immeuble. Le garde de sécurité, qui m'avait vu partir en pleurant auparavant, m'a regardé en fronçant les sourcils, mais j'ai baissé la tête et me suis précipité vers les ascenseurs. Je suis retourné à l'étage où se trouvait le bureau de Didier. Mon cœur battait à toute vitesse de nouveau. J'avais très peur de croiser mon mari ou son amante, alors j'ai marché très prudemment, presque en catimini, dans le couloir désert. Mes yeux scrutaient chaque recoin à la recherche de l'employé de nettoyage qui avait emporté ma boîte à lunch. Mes pas se sont arrêtés près d'une grande colonne de marbre lorsque j'ai entendu le tintement du métal et de la céramique. Je me suis un peu avancé derrière la colonne. Au bout du couloir, il y avait un espace ouvert qui semblait être la cuisine et la salle de repos des employés. Là, j'ai vu l'employé de nettoyage trier les ordures et sur le comptoir reposait la boîte à lunch de ma mère. Juste au moment où j'allais sortir de ma cachette pour lui demander de me la rendre, j'ai entendu des pas lourds et fermes s'approcher du couloir principal. Rapidement, je me suis de nouveau caché derrière le pilier. 2 hommes sont passés devant ma cachette. L'homme qui marchait devant avait une corpulence robuste, les cheveux grisonnants, mais il dégageait une autorité écrasante. Son costume sur mesure semblait extrêmement luxueux et parfaitement confectionné. À sa façon de marcher, j'ai su que c'était quelqu'un de très important, probablement le propriétaire ou le plus haut dirigeant de cette entreprise. Derrière lui, le suivait un jeune homme impeccablement vêtu, portant un épais carnet de notes et un ordinateur portable ultra léger, avec l'apparence de son assistant personnel. J'ai retenu ma respiration en attendant qu'il passe pour pouvoir m'approcher de l'employé de nettoyage. Cependant, ce qui s'est passé ensuite m'a cloué au sol. L'homme plus âgé et autoritaire s'est arrêté net juste à l'entrée de la cuisine des employés, a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration, comme s'il flairait quelque chose dans l'air. « Tu sens ça, Hugo ?» a demandé l'homme plus âgé d'une voix profonde qui a résonné dans le couloir silencieux. Le jeune homme appelé Hugo a semblé confus. Lui aussi a flairé l'air. « Quelle odeur, monsieur Arthur !»« Je ne sens que l'arôme du café de la machine à l'intérieur. » L'homme plus âgé, monsieur Arthur, a secoué lentement la tête. « Non, ce n'est pas du café, c'est un arôme d'épices, de paprika, de la vera, de laurier, d'ail et un mélange très caractéristique de nora grillé. » J'ai écarquillé les yeux derrière le pilier. Comment cet homme si important pouvait-il mentionner les ingrédients de mon ragoût avec une telle exactitude? C'était la recette secrète de ma mère. Et son arôme était en effet très intense et particulier. Sans faire attention à son assistant déconcerté, Arthur est entré dans la cuisine des employés. Le nettoyeur a arrêté ses mouvements instantanément et s'est incliné avec respect, et son corps tremblait, comme s'il avait vu un lion entrer sur son territoire. « Excusez-moi, monsieur le directeur général. »« Pardon, je nettoyais cet endroit, » a dit l'employé d'une voix tremblante de peur. Arthur ne lui a pas prêté attention. Son regard était fixé sur le comptoir, exactement sur la boîte à lunch de ma mère. Ses pas ont ralenti soudainement. Sa grande main s'est levée lentement et a touché la surface du récipient métallique usé. Ses doigts ont parcouru les bords anciens du couvercle. Le corps de l'homme corpulent s'est visiblement tendu. « D'où est-ce sorti ?» a demandé Arthur. Sa voix tremblait maintenant, perdant sa fermeté. L'employé de nettoyage est entré encore plus en panique. « Pardon, monsieur, c'est des ordures. Je viens de le sortir du bureau de monsieur Didier. Son invité m'a ordonné de jeter ça à la poubelle parce qu'elle le considérait gênant. J'allais séparer la nourriture avant de jeter le récipient. » Des ordures, a répété Arthur, les yeux brillants de colère. Une nourriture avec cet arôme, à la poubelle? Sans hésitation, Arthur a ouvert le couvercle du premier niveau de la boîte à lunch. À l'intérieur, on voyait le ragoût de viande encore fumant avec sa sauce épaisse parfaite. La partie supérieure était toujours intacte, sans avoir été touchée du tout. « Monsieur Arthur, s'il vous plaît, ne le touchez pas. »
Ce sont des restes qui allaient être jetés. Ce n'est pas hygiénique pour vous, a interrompu Hugo, faisant un pas rapide en avant avec l'intention de refermer le récipient. Arthur a levé la main, indiquant à Hugo de s'arrêter. Tais-toi, Hugo. Tu ne sais pas ce que tu vois. Utilisant une cuillère propre qui était sur le comptoir, Arthur a pris un peu de la sauce épaisse et un morceau de viande de l'intérieur de la boîte à lunch et l'a porté à sa bouche. Le nettoyeur et Hugo observaient la scène, la bouche à moitié ouverte, comme s'ils ne pouvaient pas croire que leur grand patron mangeait quelque chose qui avait presque fini dans la poubelle. Moi-même, en espionnant de loin, j'ai retenu ma respiration. L'homme a mâché lentement. La seconde suivante, quelque chose d'incroyable s'est produit. Arthur, l'homme qui semblait si dur et puissant, a soudainement laissé tomber la cuillère sur la table. On a entendu un fort son métallique. Il a profondément baissé la tête. Ses mains ont agrippé le bord de la table avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches. Quand il a levé la tête, j'ai vu qu'il avait les yeux rougis. Une larme est tombée, mouillant sa joue sillonnée de rides. Le grand patron de l'entreprise pleurait. « Monsieur, vous ne vous sentez pas bien ? Il y a un problème avec la nourriture, a demandé Hugo d'un ton paniqué, se préparant à sortir son téléphone portable. Arthur a secoué énergiquement la tête. Il s'est essuyé le visage, essayant de retrouver son calme, mais sa voix tremblait encore en parlant. Ça a exactement le même goût. Ça n'a pas changé d'un pouce. Ces épices, la façon de le cuisiner. C'est la saveur de la nourriture des mains de la femme qui m'a sauvé la vie, Hugo. Hugo est resté silencieux. Déconcerté. À quoi faites-vous référence, monsieur ? Arthur a regardé la boîte à lunch avec un regard plein de nostalgie. Il y a des décennies, quand j'étais un vagabond en faillite et que je mourais presque de faim dans les rues, la propriétaire d'une petite maison de repas m'a donné à manger dans une boîte à lunch comme celle-ci. La forme ancienne, l'arôme de ses ragoûts, le goût de ses épices, je ne pourrai jamais les oublier de ma vie. Je dois ma vie à la créatrice de cette nourriture. Je me suis couvert la bouche des deux mains pour étouffer un sanglot. Ma poitrine résonnait fortement. Cet homme important devant moi était l'un des nombreux pauvres à qui ma mère donnait de la nourriture gratuite. Ma mère distribuait souvent les restes de sa maison de repas et n'attendait jamais rien en retour. Arthur s'est tourné vers l'employé de nettoyage avec un regard pénétrant et plein d'autorité. Il n'y avait plus aucune trace de larmes. Elles avaient été remplacées par un éclair de colère. « Vous avez dit que cela venait du bureau de Didier ?» a demandé Arthur avec fermeté. « Ah. C'est exact, monsieur », a répondu le nettoyeur en regardant le sol. Hugo, a appelé Arthur sans regarder son assistant. « À vos ordres, monsieur. Trouvez à qui appartient cette boîte à lunch. Qui est la personne qui l'a apportée au bureau de Didier aujourd'hui ? Ne demandez pas directement à Didier. Je ne lui fais pas confiance s'il a ordonné de jeter cet objet si précieux. Cherchez dans le registre des visiteurs de la réception en bas. Vérifiez les caméras de sécurité. Faites ce qu'il faut. Je veux savoir où est la femme qui a préparé cette nourriture. Compris, monsieur Arthur. Je m'en occupe immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la boîte à lunch ? A demandé Hugo. Arthur a pris la boîte à lunch et l'a serrée dans ses deux mains, comme si c'était un trophée d'or d'une valeur inestimable. Je vais l'emporter dans mon bureau. Aucun objet de cette femme ne sera jeté à la poubelle dans cet immeuble. En entendant cet ordre, mon corps a tremblé. Mon esprit était en plein chaos. J'étais heureuse parce qu'il y avait quelqu'un qui appréciait tant la nourriture de ma mère au point d'en pleurer, mais d'un autre côté, j'avais très peur. Si son assistant me cherchait, Didier le saurait. Si Didier découvrait que j'avais causé des problèmes dans son bureau en impliquant le grand patron, mon mari serait furieux et me torturerait avec ses mots. Je n'étais pas encore prête à affronter tout cela. Je n'avais même pas encore bien assimilé la trahison de Didier et les insultes d'il y a un instant. Avec le peu de force qui me restait, j'ai reculé lentement, m'éloignant de la colonne où je me cachais. Je me suis retourné et j'ai marché rapidement vers les escaliers de secours. Je ne me souciais plus de la boîte à lunch. Pour l'instant, elle serait entre les mains de cet homme appelé Arthur. Là, la boîte à lunch de ma mère serait beaucoup plus en sécurité et valorisée qu'entre les mains de mon propre mari. J'ai descendu les marches une par une, la poitrine battant encore fort. Aujourd'hui, mon monde s'était effondré à cause de la trahison de mon mari, mais en même temps, sans m'en rendre compte,
une nouvelle porte du destin s'était grande ouverte, me connectant au passé de ma mère et me dirigeant vers une grande bataille qui changerait ma vie pour toujours. Le chemin du retour à la maison a été une torture longue et épuisante. J'étais assise, appuyée contre le siège du transport en commun qui sentait le pot d'échappement, laissant mon regard se perdre dans les rues animées de la ville. Les larmes ne coulaient plus, seule une torpeur se répandait dans tout mon corps. Mon esprit ne cessait de répéter la scène dans ce bureau éblouissant, son rire, son regard méprisant et cette femme nommée Valérie. En arrivant devant ma maison, je suis resté un instant à regarder la modeste habitation qui, jusqu'à présent, avait été mon lieu de dévotion en tant qu'épouse. La maison était petite. La peinture des murs extérieurs commençait à s'écailler par endroits. Elle était très différente du gratte-ciel de bureau vitré où travaillait mon mari. Au début, nous avons tout commencé dans cette maison, remplie de rire et d'espoir. Mais maintenant, elle ressemblait à une prison froide. J'ai ouvert lentement la porte d'entrée en bois et je suis entré. Le silence m'a accueilli instantanément. J'ai marché vers ma petite cuisine, voyant les restes des ingrédients du matin encore éparpillés sur la table, le couteau, la planche à découper et les restes d'épices que j'avais utilisés pour préparer la surprise de mon mari semblaient se moquer de ma stupidité. Je suis tombé sur la chaise de la salle à manger, me couvrant le visage des mains et laissant échapper un long soupir qui me semblait très lourd dans la poitrine. Avant que je ne puisse me calmer, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Je me suis rapidement essuyé le visage, j'ai arrangé mes cheveux en désordre et je suis allé ouvrir. Derrière la porte se trouvait Thérèse, la voisine d'à côté, que je considérais comme une grande sœur. Thérèse était une femme astucieuse, avec un regard perçant et un instinct très développé pour ce qui se passait autour d'elle. « Lucie, tu viens d'arriver. Tu es très pâle. Tu es malade ?» a demandé Thérèse en fronçant les sourcils. Ses yeux ont rapidement parcouru mon apparence de la tête aux pieds. « Ce n'est rien, Thérèse. Je suis juste un peu fatigué de livrer les commandes de repas, » ai-je répondu en mentant, forçant un sourire. J'ai ouvert la porte plus grand, l'invitant à entrer. Thérèse est entrée et s'est assise sur le canapé du salon. Elle m'a regardé d'un regard scrutateur qui m'a mise mal à l'aise. Je savais que Thérèse n'était pas facile à tromper et qu'elle se souciait toujours de moi. « Assieds-toi un instant, Lucie. Il y a quelque chose dont je veux te parler. C'est à propos de ton mari, Didier, » a dit Thérèse en baissant la voix comme si elle craignait que quelqu'un d'autre ne nous entende. Mon cœur a commencé à battre plus vite en entendant le nom de mon mari. Qu'est-ce qui se passe avec Didier? Thérèse s'est penchée vers moi. Je ne veux pas me mêler des affaires de ton mariage, Lucie, mais je sens que je dois te le dire en tant que femme. Il y a quelques jours, quand tu es allée faire des courses au marché un peu plus loin, j'ai vu ton mari rentrer à la maison dans une voiture noire très luxueuse. La vitre de la voiture était un peu baissée. Celle qui conduisait n'était pas un chauffeur, mais une femme très maquillée. J'ai dégluti. L'image du visage de Valérie a traversé mon esprit instantanément. C'était sûrement une collègue de travail, Thérèse, comme Didier est maintenant directeur, il connaît sûrement beaucoup de gens importants, ai-je répondu d'une voix tremblante, essayant de défendre mon mari, bien que mon cœur fût déjà en morceaux. Thérèse a secoué lentement la tête. Son visage reflétait de la pitié. J'espère aussi que c'est le cas, mais la façon dont cette femme regardait ton mari et la façon dont il lui tenait la main avant de descendre de la voiture n'étaient pas des regards de collègues de travail. Lucie, j'ai vécu plus que toi. Je connais les gestes des hommes qui jouent avec le feu. Tu dois commencer à faire attention. Ne sois pas si soumise. Ouvre les yeux et commence à vérifier les affaires de ton mari. Les mots de Thérèse ont été comme jeter du sel sur ma plaie encore ouverte. Ce que Thérèse avait vu était la même vérité que je venais de constater de mes propres yeux ce midi. Cependant, j'ai décidé de garder ma douleur. J'ai remercié Thérèse pour son inquiétude, puis j'ai changé de sujet jusqu'à ce qu'elle prenne finalement congé. Après le départ de Thérèse, je suis restée silencieuse dans le salon. Son conseil résonnait dans ma tête. Commence à vérifier les affaires de ton mari. Pendant tout ce temps, j'avais toujours respecté la vie privée de Didier. Je n'ouvrais jamais sa mallette de travail ni ne vérifiais les poches de ses vêtements sans permission. Je lui faisais trop confiance. Mais cette nuit-là, la confiance était morte. Le temps s'est écoulé lentement vers la nuit. Vers minuit, la porte d'entrée s'est ouverte. Didier est rentré. Il est entré en traînant les pieds.
Il avait le visage rouge et son corps dégageait une légère odeur d'alcool mélangée à un parfum de femme très pénétrant, le même parfum que j'avais senti dans son bureau à midi. Didier ne m'a même pas regardé. Il a enlevé son costume coûteux, l'a jeté négligemment sur le canapé où j'étais assise, a desserré sa cravate et est allé directement dans la chambre. Sans dire un mot, je suis resté paralysé, regardant son dos disparaître derrière la porte de la pièce. Avant, il me donnait toujours un baiser sur le front en rentrant du travail. Maintenant, il ne reconnaissait même plus mon existence. Mon regard est descendu lentement vers la veste de travail sombre qui était jetée à mes côtés. L'arôme du parfum de cette femme émanait fortement du tissu, me soulevant le cœur. Mes mains ont commencé à trembler en me rappelant les mots de Thérèse, avec un courage que je ne sais d'où il venait. J'ai tendu la main pour toucher la veste. J'ai vérifié les poches extérieures vides. Puis j'ai mis la main dans la poche intérieure gauche à la hauteur de la poitrine. Mes doigts ont effleuré un paquet de papiers soigneusement pliés. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai sorti les papiers lentement. Il y avait plusieurs feuilles là. La première feuille était un petit reçu de paiement. J'ai plissé les yeux, lisant ce qui était imprimé sur le papier sous la faible lumière de la lampe du salon. C'était la facture d'une chambre dans un hôtel 5 étoiles très luxueux, datée d'il y a 2 jours au nom de Didier. Payé en totalité. Mon cœur s'est serré pendant que je devais réduire mes dépenses pour acheter les ingrédients du repas. Mon mari gaspillait de l'argent en louant des chambres de luxe avec une autre femme. Cependant, la douleur de l'infidélité a semblé s'évaporer instantanément, remplacée par un niveau d'étonnement absolu en ouvrant la feuille suivante. C'était un papier plus épais avec un en-tête officiel, des logos de l'État et le sceau d'un notaire public. En haut était imprimé en gras acte de constitution de société à responsabilité limitée. Je l'ai lu attentivement, relisant chaque ligne de ce texte légal qui m'était étranger. Le document détaillait la création d'une nouvelle entreprise de services et de fourniture de matériaux de construction. Elle était prête à être fournisseur d'une grande corporation. J'ai retenu mon souffle quand mes yeux sont arrivés à la section du conseil d'administration de ladite entreprise. Mes yeux se sont écarquillés en lisant, ligne après ligne, les noms qui y figuraient, directrice générale, Lucie Dubois. Sous ce nom était écrit en entier mon numéro de carte d'identité, ma date de naissance et l'adresse de cette maison. Même sur la dernière page, il y avait une copie de ma pièce d'identité que Didier a dû prendre sans que je m'en rende compte. Il y avait aussi un espace blanc pour la signature, avec mon nom clairement écrit en dessous. Je suis resté figé. Les papiers dans mes mains tremblaient fortement. Ce n'était pas seulement une preuve d'infidélité, c'était un délit. Didier était en train de créer une entreprise en secret en utilisant mon nom comme administratrice unique. Pourquoi faisait-il cela? Si cette entreprise était quelque chose de bien et générait de l'argent légalement, Didier aurait utilisé son propre nom pour se vanter. Le fait qu'il utilise mon nom et me le cache ne signifiait qu'une chose. C'était une entreprise fantôme, un outil pour commettre une fraude. Je me suis souvenu des conversations des gens sur le marché à propos des escroqueries par le biais d'entreprises écrans fournisseurs. Si quelque chose arrivait avec cette entreprise, s'il y avait des détournements de fonds ou des problèmes juridiques à l'avenir, le nom enregistré comme directrice générale serait celui que la police chercherait. Mon nom, moi, on m'emmènerait devant les tribunaux. Pendant ce temps, Didier et Valérie se laveraient les mains et profiteraient de l'argent volé. Les larmes qui s'étaient accumulées auparavant se sont séchées, remplacées par une vague de fureur ardente qui s'est propagée dans ma poitrine. Mon amour pour mon mari a été réduit en cendres en quelques secondes. L'homme qui ronflait dans la chambre n'était plus le mari que je connaissais. C'était un lâche au cœur pourri qui prétendait sacrifier sa propre femme pour de l'argent et pour une autre femme. J'ai serré les poings, froissant le bord de ma robe de chambre. Cette trahison était trop grande, trop cruelle. Ils avaient jeté la nourriture de ma mère, m'avaient humilié et maintenant ils préparaient un plan pour me mettre en prison. Je n'allais pas les laisser gagner, je n'allais pas être l'épouse idiote qui reste silencieuse en attendant l'abattoir. Cette nuit-là, sous la faible lumière du salon, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai replié soigneusement le document secret, en m'assurant de ne pas le froisser, et je l'ai caché au fond de mon placard, soigneusement enveloppé dans des draps que mon mari ne touchait jamais. Je chercherais la justice et je savais exactement quelle serait ma première étape le lendemain matin. Ce matin-là, le soleil brillait comme toujours à travers les fentes de la fenêtre de ma petite maison, mais mon cœur était froid comme la glace. Je n'avais pas pu dormir de la nuit.
J'avais déjà caché le brouillon de l'acte de la fausse entreprise au fond de mon armoire, soigneusement enveloppé dans des draps que mon mari ne touchait jamais. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant fixement la porte fermée de la salle de bain. On entendait le bruit de l'eau. Didier se douchait. Avant, je lui préparais toujours ses vêtements de travail avec beaucoup d'amour. Je lui préparais un café bien chaud et l'attendais à table avec un sourire, mais aujourd'hui, je devais me forcer à porter un masque. Je devais faire semblant de ne rien savoir. Si j'explosais et que je le grondais, Didier détruirait les preuves et chercherait un autre moyen de me piéger. Je ne pouvais pas être précipité. Je devais rassembler plus de preuves. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Didier est sorti avec une serviette autour de la taille. Il m'a regardé du coin de l'œil. Son expression était aussi froide que la veille. « Pourquoi es-tu toujours assise là ? Mes vêtements ne sont pas prêts et le café non plus », m'a reproché Didier d'un ton autoritaire, comme un maître à sa servante. J'ai dégluti, réprimant la nausée qui m'a soudainement soulevé l'estomac. « Je suis désolé, Didier. J'allais le préparer tout de suite, ai-je répondu en faisant ma voix aussi douce que possible, comme la Lucie naïve et soumise de toujours. J'ai marché vers l'armoire, j'ai sorti sa chemise et sa veste et je suis allé à la cuisine préparer le café. Pendant que je remuais le sucre dans la tasse, mon regard s'est fixé sur mon propre reflet dans le verre de la fenêtre de la cuisine. À partir de cet instant, je n'étais plus une épouse faible. J'étais en train de jouer une pièce de théâtre montée par mon propre mari. À table, Didier a bu son café à toute vitesse. Il était déjà impeccablement habillé, prêt à retourner au bureau et peut-être à continuer à flirter avec Valérie. Il est possible que je rentre tard ce soir encore. J'ai beaucoup de travail supplémentaire du grand patron à finir. Ne m'attends pas éveillé, a dit Didier sans me regarder en face. Ses yeux étaient concentrés sur la lecture de quelque chose sur son téléphone portable. Mensonge. Mon cœur criait en entendant ses excuses, mais extérieurement, j'ai seulement hoché la tête doucement. Oui, Didier, fais attention sur le chemin. Que ton travail se passe bien. Didier a reniflé avec arrogance, a pris sa mallette et est sorti de la maison sans dire au revoir ni regarder en arrière. Je suis resté à la porte, observant son dos s'éloigner jusqu'à disparaître au bout de la rue. Dès que son ombre s'est évanouie, le faux sourire sur mon visage a disparu instantanément, remplacé par une mâchoire tendue. Je suis rentré dans la maison et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise dans le salon, réfléchissant à ce que je devais faire ensuite. Je n'avais pas d'argent pour engager un avocat et je ne connaissais personne d'important. J'étais seul à lutter contre un directeur qui avait de l'argent et beaucoup de ruses. Soudain, mon vieux téléphone portable posé sur la table a vibré fortement. L'écran s'est allumé, affichant une série de numéros que je ne connaissais pas. J'ai hésité un instant. Qui m'appellerait si tôt ? Les clients du traiteur envoyaient généralement des messages en premier. Avec une main légèrement tremblante, j'ai pris le téléphone et j'ai décroché. « Allô » ai-je dit à voix basse. De l'autre côté, on a entendu une profonde inspiration, suivie de la voix d'un homme qui parlait à voix basse, comme s'il était caché. « Bonjour. Je parle à Madame Lucie, l'épouse de Monsieur Didier », a demandé l'homme d'un ton nerveux. Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Oui, c'est Lucie. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous de moi ? » Dieu merci. Je me présente. Je m'appelle Paul, Madame Lucie. Je suis un subordonné direct de Monsieur Didier au bureau. Je vous appelle depuis les escaliers de secours. Je n'ai pas beaucoup de temps avant que Monsieur Didier ne me cherche. J'ai quelque chose de très important à vous communiquer. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi un subordonné de Didier m'appelait-il en secret ? Quelle affaire importante ? Paul, parlez doucement. On a entendu Paul déglutir avant de continuer. Madame Lucie, je ne supporte plus de travailler sous la pression de Monsieur Didier et Madame Valérie. Ils m'ont forcé à manipuler de nombreux rapports financiers, mais ce qui me tourmente le plus, c'est qu'ils créent une entreprise fournisseur en secret. Et j'ai vu que le nom de Madame Lucie est utilisé comme administratrice unique de cette entreprise. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait tout l'air. Paul le savait. Il s'est avéré que mes soupçons étaient fondés à 100%. Paul. Ma voix tremblait en contenant l'émotion. Hier soir, j'ai trouvé le brouillon de l'acte de cette entreprise dans la poche du costume de mon mari.
Cette entreprise a été créée pour voler de l'argent à votre bureau. Paul a semblé surpris, mais a immédiatement répondu, soulagé. Dieu merci, vous le savez déjà. Oui, Madame Lucie. Il crée un projet fantôme. Notre grande corporation déboursera des millions d'euros pour payer des travaux qui n'existeront jamais réellement. Cet argent ira à l'entreprise à votre nom. Si le conseil d'administration le découvre, ce sera votre nom qui sera ruiné et c'est vous qui finirez entre les mains de la police. Parce que sur le papier, vous êtes la propriétaire de cette entreprise associée. Il vous utilise comme bouclier humain. Mes yeux se sont de nouveau remplis de larmes, mais cette fois non pas de tristesse, mais d'une fureur incommensurable. Pourquoi veux-tu me dire tout ça, Paul? Ne pourrait-il pas te virer si mon mari l'apprenait? Parce que j'ai une mère au village, Madame Lucie. La voix de Paul tremblait, retenant ses larmes. Je ne supporte pas de voir une bonne épouse trompée et sacrifiée par son propre mari à cause d'une autre femme. Madame Valérie a beaucoup de pouvoir ici. Monsieur Didier obéit à tous ses caprices. Je ne veux pas porter cette culpabilité. J'ai fermé les yeux, remerciant infiniment en moi-même. Dieu m'avait envoyé un sauveur du même lieu de travail de mon mari. Merci beaucoup, Paul. S'il vous plaît, aidez-moi. Racontez-moi tout ce qu'il complote, ai-je supplié. Bien sûr, Madame Lucie. Je rassemblerai des preuves de l'intérieur du bureau, mais il y a quelque chose de beaucoup plus urgent qui s'est passé ce matin. Le ton de Paul est devenu encore plus tendu. Quelle chose urgente, ai-je demandé, étonné. Notre bureau est en pleine révolution, Madame Lucie, Monsieur Arthur, le directeur général et propriétaire de notre corporation, a soudainement ordonné à son assistant personnel, Hugo, de chercher une femme qui est venue au bureau hier midi. Une femme qui apportait une ancienne boîte à lunch en acier. Je me suis senti bousculé, la boîte à lunch de ma mère. Hugo est descendu personnellement à la réception au rez-de-chaussée pour vérifier le registre des visiteurs, a continué Paul en murmurant rapidement. Monsieur Didier a appris cela. Il est descendu immédiatement et a menti. Il a dit à Hugo que la femme qui apportait la nourriture n'était qu'une livreuse aléatoire, qu'elle s'était trompée d'adresse. Ensuite, Monsieur Didier a emporté le livre de visite pour que son adresse ne soit pas découverte. J'ai retenu mon souffle. Didier essayait même d'empêcher son grand patron de me trouver. Il voulait vraiment enterrer mon existence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté de me chercher? Madame Lucie, c'est là le miracle. Paul a laissé échapper un petit rire nerveux. Madame Valérie est très arrogante et a l'habitude de mépriser les employés de rang inférieur ici. L'une des employées qui la déteste le plus est Nora, la fille de la réception au rez-de-chaussée. Nora savait que Monsieur Didier mentait. Nora se souvenait clairement de votre adresse notée quand elle a vérifié votre carte d'identité hier. Nora a donné mon adresse à l'assistant du patron, ai-je demandé, en m'assurant, le cœur battant à 1000. Exactement, Madame Lucie. Nora a noté l'adresse de votre maison sur un morceau de papier en cachette et l'a glissé dans la main d'Hugo sans que Monsieur Didier ne s'en rende compte. Juste maintenant, je viens de voir la voiture officielle de Monsieur Arthur quitter le parking du bâtiment. Je suis sûr à 100% que Monsieur Arthur et son assistant se dirigent vers votre maison en ce même instant. Je me suis levé de ma chaise. Soudain, mon corps s'est senti léger et tendu à la fois. L'homme autoritaire que j'ai vu pleurer en mangeant le ragoût de ma mère hier était en chemin vers ma maison. Le grand patron de l'entreprise de mon mari me cherchait. Madame Lucie, Monsieur Didier m'appelle. Je dois raccrocher maintenant. Faites très attention. Je vous recontacterai plus tard, a dit Paul précipitamment. Merci beaucoup, Paul. Prends bien soin de toi. J'ai répondu sincèrement avant que l'appel ne soit coupé. J'ai posé le téléphone sur la table, les mains tremblantes. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Pourquoi le numéro 1 de cette gigantesque corporation se dérangeait-il de venir jusqu'à ma humble demeure juste pour une boîte à lunch de nourriture? C'était vrai ce que je l'avais entendu dire hier, qu'il reconnaissait la nourriture de ma mère. Je n'avais pas beaucoup de temps pour faire des conjectures. Je devais me préparer. Je me suis empressé de ranger le salon, qui était un peu en désordre. J'ai balayé le sol, étiré la nappe et m'assuré qu'il n'y avait pas de poussière sur nos vieux fauteuils. Ensuite, je suis entré dans la chambre, je me suis lavé le visage, je me suis coiffé et j'ai enlevé ma robe de chambre pour mettre des vêtements beaucoup plus présentables et élégants. En attendant,
je me suis assise dans le salon, la poitrine battant la chamade. Les aiguilles de l'horloge murale semblaient bouger très lentement. Chaque fois que j'entendais le bruit du moteur d'une voiture passer devant la maison, je tendais le cou sans m'en rendre compte pour regarder par la fenêtre. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Juste au moment où je commençais à penser que Paul s'était trompé, j'ai entendu le doux ronronnement du moteur d'une voiture s'arrêter juste devant ma maison. Je me suis levé du fauteuil, me suis approché de la fenêtre et j'ai légèrement écarté le rideau. Une très longue voiture noire et brillante était garée élégamment dans la rue étroite de mon quartier. Ce véhicule semblait très déplacé dans ce quartier ouvrier. Certains voisins qui passaient par là se sont arrêtés pour admirer la luxueuse voiture. La porte avant s'est ouverte et le jeune homme impeccablement vêtu que j'avais vu hier dans la cuisine des employés est sorti. Hugo a marché rapidement, contournant l'arrière de la voiture et a ouvert la porte des passagers. J'ai senti mon cœur s'arrêter en voyant l'homme âgé et autoritaire sortir de la voiture. Monsieur Arthur portait une chemise élégante et sur mesure qui semblait très chère, dans ses mains énormes il tenait fermement l'ancienne boîte à lunch de ma mère, la portant avec un soin extrême, comme si c'était une relique. Cet homme imposant s'est tenu devant la modeste porte de ma maison, regardant la façade avec une expression indéchiffrable. Hugo s'est avancé et a ouvert la petite grille d'entrée que nous ne fermions jamais à clé. Tous deux ont marché dans la petite cour vers la porte principale. J'ai inspiré profondément, essayant de calmer la tempête dans ma poitrine. Ce serait le moment qui déciderait de mon destin. D'un pas ferme, je me suis approché de la porte et l'ai ouverte juste avant qu'Hugo ne puisse frapper. À l'ouverture de la porte, une douce brise nous a enveloppés. J'étais face à l'homme le plus puissant de l'entreprise de mon mari, qui me regardait les yeux rougis, serrant l'héritage de ma mère entre ses mains. L'atmosphère s'est soudainement figée. Je suis resté immobile sur le seuil, regardant le respectable monsieur. Mon cœur battait si fort que ma poitrine me faisait mal. La grande main qui portait la montre chère restait agrippée à la vieille boîte à lunch métallique. Derrière lui, Hugo, son assistant, maintenait une posture alerte, mais très polie. « Bonjour », a salué l'homme âgé d'une voix profonde et grave. Ses yeux perçants, mais qui dégageaient aussi de la chaleur, m'ont regardé directement dans les yeux. « Bonjour, monsieur », ai-je répondu en balbutiant. J'ai baissé le regard, me sentant minuscule et indigne d'être devant le propriétaire de la corporation où travaillait Didier. Hugo a fait un demi-pas en avant. « Excusez-nous de vous déranger. Je vous présente monsieur Arthur Leroy, le président et directeur général de notre entreprise. Et moi, c'est Hugo. Est-ce la résidence de madame Lucie Dubois, épouse de monsieur Didier ? » J'ai hoché la tête lentement. C'est exact. Je suis Lucie. S'il vous plaît, entrez, monsieur. Excusez l'état de ma maison. Elle est très petite et modeste. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai reculé d'un pas, invitant de si importants hôtes à entrer. Arthur est entré lentement. Son regard a parcouru tout le petit salon. Il n'y avait aucune marque de dégoût ou de mépris sur son visage, au contraire, il semblait nostalgique. Il s'est assis sur ma vieille chaise en bois avec beaucoup de soin, posant la boîte à lunch de ma mère sur la table avec le plus grand respect. Hugo est resté debout derrière la chaise de son patron. « Asseyez-vous, jeune Lucie. »« Il n'y a pas lieu d'avoir peur », a dit Arthur doucement en me voyant encore debout, mal à l'aise dans un coin. J'ai pris une chaise et je me suis assise en face de la table. Mes yeux ne pouvaient pas se détacher de la boîte à lunch. Arthur s'est penché en avant. « Jeune Lucie, je suis venu de très loin juste pour te poser une question. Est-il vrai que c'est toi qui as cuisiné la nourriture qu'il y avait dans cette boîte à lunch hier midi ?» J'ai dégluti et j'ai ensuite hoché la tête. « C'est vrai, monsieur Arthur. Je l'ai préparé dès l'aube pour apporter le déjeuner à mon mari, mais il ne l'a pas aimé et a demandé au nettoyeur de la jeter. » En entendant le nom de Didier, la mâchoire d'Arthur s'est tendue un instant, mais il a immédiatement adouci son regard. Ce ragoût, les épices et le mélange sont quelque chose d'extraordinaire. « Qui t'a appris à cuisiner ainsi, ma fille ?» a demandé Arthur d'une voix tremblante. « Ma défunte mère, monsieur. Elle s'appelait Rosalie. Autrefois, elle avait une petite maison de repas. Elle m'a laissé son carnet de recettes et cette boîte à lunch avant de décéder, ai-je répondu à voix basse. Mentionner le nom de ma mère réussissait toujours à me serrer la poitrine. Dès qu'il a entendu le nom de Rosalie, les épaules d'Arthur ont sursauté. Il s'est levé d'un coup, faisant grincer la chaise en bois sous son poids.
Ses yeux ont rapidement balayé les murs de mon salon à la recherche de quelque chose. Son regard s'est ensuite arrêté sur un vieux cadre en bois qui était accroché au mur de gauche. Dans le cadre, il y avait une photo de ma mère souriante, vêtue de ses vêtements simples devant la porte de son ancienne taverne. Arthur s'est approché de la photo, a levé la main et a touché le verre du cadre avec des doigts tremblants. Et pour la deuxième fois, j'ai vu cet homme imposant verser une larme. « Madame Rosalie », a murmuré Arthur faiblement. Sa voix s'est brisée par un sanglot contenu. « C'est donc vrai, tu es la fille de l'ange qui m'a sauvé. » Hugo et moi nous sommes regardés. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Arthur s'est tourné vers moi, laissant les larmes couler librement sur ses joues. Il s'est de nouveau assis sur sa chaise, s'essuyant le visage avec un mouchoir en tissu qu'Hugo lui avait offert. « Jeune Lucie », a commencé Arthur d'une voix rauque. « Il y a des décennies, je n'étais pas l'homme riche que je suis maintenant. J'ai subi une terrible faillite. Mon entreprise s'est effondrée à cause de partenaires qui m'ont escroqué. Ma maison a été saisie. Tous mes biens ont disparu pour payer des dettes et ma famille m'a abandonné, ne pouvant supporter de vivre dans la pauvreté. J'ai écouté attentivement, retenant mon souffle devant l'histoire tragique de l'homme qui semblait maintenant si puissant. J'ai vécu comme un vagabond dans les rues de la ville, a continué Arthur, le regard perdu dans le passé. Je dormais sous les arcades des magasins, souffrant du froid et souvent sans manger pendant des jours. Une nuit, il pleuvait à torrents. Je me suis réfugié devant une petite maison de repas, supportant la douleur de mon estomac vide. J'étais résigné à ce que ma vie s'éteigne cette nuit-là d'inanition. Arthur m'a regardé dans les yeux. Alors ta mère est sortie de sa taverne. Elle ne m'a pas chassé. Elle n'a pas ressenti de dégoût en voyant mes vêtements déchirés et malodorants. Ta mère m'a fait entrer et m'a servi un plat de ragoût chaud et un verre de vin. Elle a servi le ragoût en le sortant de cette même boîte à lunch. Quand je lui ai dit que je n'avais pas d'argent pour payer, ta mère a seulement souri et m'a dit « On n'envoie pas l'affamé dans la rue. Mange, mon fils. » Mes larmes ont également coulé en entendant cette phrase. C'étaient les mêmes mots que ma mère disait toujours chaque fois que quelqu'un dans le besoin venait demander de la nourriture. Ma mère n'a jamais été égoïste avec ses profits. Pendant des mois, j'ai mangé à crédit dans la taverne de ta mère, a continué Arthur, la voix pleine de regrets. Elle me donnait toujours à manger gratuitement, elle me mettait même quelques pièces de côté pour que je puisse prendre le bus et chercher du travail. Grâce à la bonté de ta mère, j'ai retrouvé l'espoir, j'ai trouvé du travail, j'ai économisé de l'argent et petit à petit j'ai reconstruit mon entreprise à partir de zéro pour la rendre aussi grande qu'elle l'est maintenant. Arthur a laissé échapper un long soupir. Son visage reflétait une grande tristesse. Quand ma vie était déjà sur les rails de nombreuses années plus tard, je suis retourné à cet endroit pour chercher ta mère. Je voulais lui rendre l'appareil. Je voulais lui donner une vie digne. Mais la taverne n'existait plus. Le bâtiment avait été rasé. Les gens du quartier ont dit qu'ils avaient été expulsés de force. J'ai cherché partout, mais j'ai perdu la trace de ta mère. Arthur m'a regardé, suppliant. Dis-moi, jeune Lucie. Qu'est-il réellement arrivé à la taverne de ta mère? Pourquoi ont-ils détruit cet endroit? La question a rouvert de vieilles blessures que j'avais enfouies au plus profond de moi. Des blessures qui ont été la cause de la mort de ma mère. Je me suis essuyé les larmes et j'ai regardé Arthur avec une profonde douleur. Ma mère a été expulsée d'une manière très cruelle, monsieur Arthur, ai-je répondu d'une voix tremblante. Le terrain où se trouvait sa maison de repas a soudainement été revendiqué par une très grande entreprise de construction et de promotion. Ils ont falsifié les documents de propriété des gens humbles de cette zone. Quand ma mère a refusé de partir parce qu'elle savait qu'elle avait les papiers légaux, le promoteur a engagé des voyous à la solde. J'ai fait une pause, déglutissant une salive amère. Arthur a frappé la table avec force, déchaînant sa rage. Son visage est devenu rouge de colère. Les veines de son cou ont gonflé. Même Hugo, qui était derrière, a été effrayé de voir l'explosion émotionnelle de son patron. Des sans-cœurs, a maudit Arthur d'une voix tonitruante. Quelle entreprise de construction a osé commettre une telle atrocité contre ta mère, Lucie? Dis-moi le nom. Je jure sur ma vie que je les chercherai et les détruirai jusqu'aux racines. Ils doivent payer très cher pour la mort de la femme qui m'a sauvé la vie. J'ai secoué doucement la tête. Je ne connais pas le nom de l'entreprise, monsieur Arthur. À l'époque, j'étais très jeune et j'étais trop occupé à m'occuper des funérailles.
Tous les papiers du terrain de ma mère ont été emportés par les voyous. Arthur s'est tourné vers son assistant. Son regard était tranchant et indiscutable. Hugo, laisse tout le travail d'aujourd'hui. Mobilise toutes les ressources que nous avons. Recherche l'historique des terrains où se trouvait la taverne de Rosalie il y a 10 ans. Découvre quelle entreprise a acheté ce terrain et qui en est le propriétaire. Je veux ce rapport le plus tôt possible. Compris, monsieur Arthur. Je m'en occuperai immédiatement, a répondu Hugo avec fermeté, notant l'ordre. Arthur m'a de nouveau regardé. Sa colère s'est calmée peu à peu, remplacée par un regard protecteur, comme celui d'un père envers sa fille. À partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi, jeune Lucie. Je ferai en sorte que tu ne traverses plus de difficultés. Je paierai la dette de vie que j'ai envers ta mère en te protégeant. Puis Arthur a froncé les sourcils, se souvenant de la veille au soir. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu es l'épouse de Didier, pourquoi Didier m'a-t-il menti hier? Pourquoi a-t-il ordonné de jeter cette précieuse nourriture? Et pourquoi es-tu sorti en courant et en pleurant de là? Ces questions ont fait de nouveau battre ma poitrine. J'ai regardé l'homme puissant devant moi. Paul, l'employé de son bureau, avait dit que mon mari prévoyait un vol massif à la corporation de cet homme. Si je lui disais la vérité maintenant, Didier serait ruiné. Mais en me souvenant de ce que Didier m'avait fait et de ce qu'il prévoyait pour m'incriminer, je n'avais pas d'autre choix. Je devais me défendre. Monsieur Arthur, ai-je dit d'une voix qui était maintenant devenue sereine et froide. Mon mari n'a pas seulement méprisé la nourriture de ma mère. Dans ce bureau, il embrassait une femme nommée Valérie. Ils ont jeté cette boîte à lunch parce qu'ils me considéraient comme une honte. Arthur a plissé les yeux. Valérie, la femme qui occupe le poste de directrice marketing. Didier a une liaison avec sa propre collègue. C'est exact, monsieur Arthur, ai-je répondu avec assurance, mais l'infidélité n'est pas le plus gros problème. Mon mari et cette femme prévoient un grand crime qui nuira à votre corporation et ils ont l'intention de m'utiliser comme bouc émissaire. Arthur et Hugo sont restés pétrifiés. L'atmosphère dans le salon est devenue incroyablement tendue. À quoi faites-vous référence, Lucie? Quel genre de crime a exigé Arthur? Son ton avait changé, adoptant l'instinct d'un entrepreneur qui flaire le danger. Je n'ai pas répondu par des mots. Je me suis levé de ma chaise. J'ai demandé la permission un instant et je suis allé rapidement dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire, cherché au fond et sorti le brouillon de l'acte de la fausse entreprise que j'avais trouvé dans la veste de Didier la nuit dernière. Je suis retourné dans le salon et j'ai placé le document officiel avec le sceau du notaire directement devant Arthur et Hugo. Hier soir, j'ai trouvé ceci dans la poche de mon mari, monsieur Arthur, ai-je dit en désignant les papiers. Arthur a fait un signe à Hugo pour qu'il le lise. Hugo a pris le document, a rapidement tourné les pages et ses yeux se sont écarquillés. Le visage du jeune assistant est devenu pâle. Monsieur Arthur. La voix d'Hugo tremblait, retenant une colère immense. Ceci, c'est le brouillon de constitution d'une société à responsabilité limitée fictive de services de construction. C'est à cette entreprise que nous allons attribuer le paiement de millions d'euros du nouveau projet conjoint la semaine prochaine. Hugo a tourné à la dernière page et a montré la copie de ma carte d'identité jointe. Et Didier a enregistré cette fausse entreprise au nom de sa propre épouse. Il a falsifié l'identité de Madame Lucie. Arthur a arraché les papiers à Hugo. Ses yeux ont lu la liste des noms et des chiffres. Avec un éclair de colère bien plus grand qu'auparavant, l'homme âgé a laissé échapper un rire, mais ce n'était pas un rire de joie, c'était le rire de quelqu'un de profondément enragé. Très malin, ce petit roitelet de pacotille, a sifflé Arthur en serrant les dents. Il prévoit de vider les coffres de mon entreprise en utilisant une société fantôme. Si les auditeurs financiers découvrent que l'argent manque, ce sera la propriétaire de cette entreprise que la police poursuivra. Arthur m'a regardé. Il prévoyait de te mettre en prison, jeune Lucie, ton propre mari avait l'intention de te sacrifier pour que lui et son amante puissent s'échapper avec des millions d'euros. Mon corps a tremblé en entendant la confirmation de cela. Même si je le soupçonnais déjà, l'entendre de la bouche du propriétaire de l'entreprise rendait la réalité beaucoup plus terrifiante. Didier avait réellement l'intention de détruire ma vie sans laisser de traces. Arthur a posé les papiers sur la table. Il m'a regardé avec des yeux perçants et calculateurs. Il ne restait aucune trace de tristesse sur son visage.
Seulement l'aura d'un général prêt à anéantir ses ennemis. Lucie, ton mari a commis la plus grande erreur de sa vie. Non seulement il a trahi ma corporation, mais il a osé toucher la fille de la seule personne que je respecte le plus au monde, a dit Arthur d'une voix grave et menaçante. Il s'est penché vers moi. J'ai un plan pour les mettre en pièces. Ils perdront leur argent, leur poste, leur dignité et leur liberté. Mais pour cela, j'ai besoin de ton aide. Dans 3 jours, c'est la signature pour libérer les fonds du projet. Pendant ces 3 jours, es-tu prête à rester dans cette maison et à faire semblant d'être l'épouse idiote et obéissante devant Didier? J'ai regardé Arthur dans les yeux. La peur qui m'avait paralysé avait disparu, remplacée par un feu de courage qui brûlait dans ma poitrine. Je me suis souvenu des insultes de Didier, du rire de Valérie et de la boîte à lunch de ma mère jetée à la poubelle. Je n'allais pas reculer. J'ai hoché la tête avec fermeté. Le lendemain matin, le soleil perçait à nouveau à travers les fentes de la fenêtre, comme n'importe quel autre jour. Cependant, quelque chose était différent en moi. Il ne restait plus rien de la Lucie faible et soumise. La nuit dernière, après le départ d'Arthur et Hugo, j'ai passé des heures à me regarder dans le miroir. J'ai essuyé mes dernières larmes et j'ai profondément enfoui toute trace d'amour pour mon mari. À partir d'aujourd'hui, j'étais la protagoniste de la pièce de théâtre qu'ils avaient inventée. Je suis sorti de la salle de bain et j'ai vu Didier paresseusement allongé sur le lit. J'ai forcé un sourire qui semblait très naturel et je suis allé vers l'armoire. Bonjour, Didier. Tes vêtements de travail sont déjà préparés et je t'ai aussi fait ton petit déjeuner préféré sur la table, ai-je dit d'un ton que j'ai voulu le plus doux possible. Didier a ouvert les yeux, m'a regardé une seconde avec dédain et s'est levé sans dire merci. Il est passé à côté de moi, m'ignorant, et est entré dans la salle de bain. J'ai respiré profondément, retenant les nausées qui se sont de nouveau soulevées dans ma poitrine en sentant l'odeur du reste du parfum de son amante encore collé à sa peau. À la table du petit déjeuner, Didier a dévoré son repas à la hâte. Son visage était tendu, mais il y avait un éclair de ruse et d'avidité dans ses yeux. De temps en temps, il souriait en regardant l'écran de son mobile. Je savais qu'il échangeait des messages avec Valérie, finalisant les détails du vol de millions qu'ils allaient commettre. Didier, tu sembles très occupé ces derniers temps. Il y a beaucoup de travail au bureau, ai-je demandé en feignant d'être l'épouse inquiète. Didier a posé la cuillère brusquement. Tu ne comprendrais pas les affaires des gens importants, Lucie. La seule chose que tu dois savoir, c'est que dans quelques jours, mon département va conclure un projet colossal. Quand nous signerons cet accord, je toucherai une commission énorme. Ma vie va changer du tout au tout. Ta vie va changer, Didier. Mais pas pour te rendre riche, mais pour être un détenu, ai-je murmuré dans mon esprit. Extérieurement, j'ai seulement hoché la tête et souri comme une idiote. Eh bien, je suis ravi. Je prie toujours pour que tout aille bien au travail, ai-je répondu en baissant la tête. Didier a reniflé avec arrogance. Il a pris sa mallette, a ajusté sa cravate et est sorti de la maison sans dire au revoir ni regarder en arrière. Je suis resté à la porte, observant son dos s'éloigner jusqu'à disparaître au bout de la rue. Dès qu'il est parti, mon sourire s'est effacé d'un coup et mon visage est devenu glacial. Peu après, mon mobile a sonné. Le nom d'Hugo est apparu à l'écran. J'ai décroché instantanément. Bonjour, Madame Lucie. Monsieur Arthur veut vous voir maintenant. L'enquête que j'ai menée toute la nuit a donné des résultats et il y a une information vitale que vous devez connaître. J'ai déjà envoyé une voiture vous chercher. Notre chauffeur vous attend au bout de la rue pour ne pas attirer l'attention, a dit Hugo d'un ton sérieux et urgent. D'accord, Hugo. Je me prépare tout de suite, ai-je répondu sèchement. Je me suis changé rapidement et je suis sorti. Au bout de la rue, une voiture noire normale, discrète, m'attendait. Le chauffeur m'a ouvert la porte gentiment et m'a emmené à travers la ville jusqu'à un restaurant traditionnel exclusif et réservé en dehors de Madrid. En arrivant, on m'a accompagné à un salon privé à l'arrière de l'établissement. La porte s'est ouverte et j'ai vu Monsieur Arthur déjà assis sur une énorme chaise en bois, le visage tendu et durci. Sur la table, il y avait plusieurs dossiers épais remplis de documents et un ordinateur portable. Hugo était à ses côtés, l'air tout aussi sombre. Prends place, Lucie, a dit Arthur sans détour. Sa voix sonnait lourde, retenant une colère qui était sur le point de bouillir. Je me suis assise en face, regardant les dossiers avec méfiance. Ce sont de mauvaises nouvelles,
Monsieur Arthur? Arthur a soupiré profondément et m'a regardé dans les yeux. Lucie, le monde est petit et l'avidité humaine n'a pas de limite. Hier soir, j'ai ordonné à Hugo et à nos hommes de confiance de retracer l'historique des terrains de la taverne de ta mère d'il y a 10 ans. Le résultat est accablant. Hugo a pris l'un des dossiers rouges sur la table et l'a ouvert devant moi. Il a montré les noms des entreprises imprimées dans les registres officiels de la propriété. Madame Lucie, a commencé Hugo à expliquer, l'entreprise qui a expulsé de force Madame Rosalie était une petite entreprise de construction qui opérait comme une société écran. Elle a été créée expressément pour cacher l'identité des véritables propriétaires. Nous avons suivi la trace de l'argent et des actes notariés. Cette entreprise a changé de nom 3 fois pour effacer sa trace criminelle du passé. J'ai retenu mon souffle. Alors, qui est le véritable propriétaire derrière tout ça? Hugo, c'est Arthur qui a répondu à ma question. Sa voix sonnait comme le grognement d'un lion enragé. Le propriétaire réel est le géant immobilier qui est actuellement associé dans ce projet avec notre entreprise, Lucie. Son propriétaire s'appelle Monsieur Robert Moreau. Ce nom m'était étranger. Robert Moreau. Qui est Robert Moreau? C'est un homme d'affaires sans scrupules qui fait tout pour obtenir des terrains. C'est lui l'auteur intellectuel de la mort de ta mère, a déclaré Arthur en serrant les dents. L'homme âgé s'est penché en avant et m'a regardé fixement. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que Robert n'est autre que le père biologique de la femme nommée Valérie. La même femme qui te vole ton mari. Comme si j'avais été frappé par la foudre en plein jour. Mon corps a reculé. Mes mains se sont agrippées au bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le monde a semblé s'arrêter quelques secondes. Cette information était trop macabre pour être traitée avec lucidité. La femme qui a insulté ma nourriture, qui a jeté la boîte à lunch de ma mère et qui prévoyait de me mettre en prison, s'est avérée être la fille du meurtrier de ma mère. Il m'avait arraché le bonheur il y a 10 ans et maintenant il revenait pour me prendre le reste de vie qui me restait. Une rage incontrôlable a éclaté dans ma poitrine, faisant monter les larmes. Non pas de tristesse, mais d'une haine profonde. Et ce n'est pas tout, Lucie, a dit Arthur, brisant le silence tendu. Il a fait un signe à Hugo. Montre-lui l'enregistrement. Hugo a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur ordre de Monsieur Arthur, hier soir, j'ai envoyé nos hommes placer des micros dans le bureau de Valérie. Elle a eu une réunion secrète avec son père, Robert Moreau, ce matin avant de commencer la journée. Écoutez sa conversation vous-même. Hugo a appuyé sur le bouton de lecture. Des haut-parleurs de l'ordinateur est sortie la voix de Valérie que je connaissais aussi. Elle riait d'un ton méprisant. Tu n'as pas à t'inquiéter, papa. On a clairement entendu. Ce directeur idiot de Didier est très facile à manipuler. Il croit que je suis vraiment amoureuse de lui et que nous nous marierons après ça. Il obéit à mes ordres comme un chien de garde. Puis a retenti la voix grave d'un homme que j'ai déduit être Robert. Parfait. Assure-toi que ce soit ce petit directeur qui signe tous les documents pour détourner les fonds vers la société de sa petite femme. Que nos noms n'apparaissent nulle part. Bien sûr, papa, a répondu Valérie avec un rire malicieux. Dès que les millions de l'entreprise de ce vieux Arthur tomberont sur notre compte secret dans des paradis fiscaux, nous dénoncerons Didier à la police pour détournement de fonds. J'ai déjà toutes les preuves orientées vers lui et vers son épouse campagnarde. Que ce couple de crève-la-faim pourrisse en prison pour toujours. Pendant ce temps, nous achèterons les actifs saisis de l'entreprise d'Arthur à prix cassé. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence a de nouveau envahi la pièce. J'ai regardé l'écran éteint, le regard perdu. Mon cœur était froid comme la glace. Didier, mon mari, qui se croyait si supérieur pour avoir séduit une fille riche, s'est avéré n'être qu'un pion de seconde zone. Didier me sacrifiait pour Valérie, sans se rendre compte que Valérie creusait aussi sa propre tombe. Ils allaient nous utiliser tous les deux comme appât pour leur avidité. Ton mari est l'homme le plus imbécile que j'ai jamais connu, a lâché Arthur, brisant le silence. L'argent l'a tellement aveuglé, et cette femme, qu'il ne se rend pas compte qu'il est tombé en plein dans la gueule du loup. Si je n'avais pas découvert tout cela grâce au ragoût de ta mère, mon entreprise serait déjà ruinée et vous deux seriez en prison. Arthur m'a regardé avec un point d'interrogation dans les yeux. Après avoir su toute cette vérité, tu as pitié de ton mari, Lucie? Veux-tu le prévenir pour qu'il puisse fuir? J'ai levé la tête lentement.
J'ai regardé Arthur s'ensiller. La pitié était morte en moi. Il ne restait qu'une volonté d'acier pour venger ma mère. Non, monsieur Arthur, ai-je répondu d'une voix calme et assurée. Mon mari a choisi sa propre voie lorsqu'il a décidé de me sacrifier. Il a jeté à la poubelle la loyauté et l'honnêteté. Je ne vais pas sauver celui qui avait l'intention de me détruire. Qu'il reçoive le châtiment de sa propre avidité. Un léger sourire de satisfaction est apparu sur le visage d'Arthur. L'homme âgé a hoché la tête, approuvant mes paroles. Parfait. C'est la réponse que j'attendais de la fille de Madame Rosalie, a-t-il dit avec fierté. Dans 3 jours aura lieu la signature du grand projet au siège principal. Robert, Valérie et Didier y assisteront avec un sourire de victoire, mais ils ont besoin d'un dernier document de ta part pour que leur plan macabre fonctionne. J'ai froncé les sourcils. Quel document, monsieur? Pour que les fonds puissent être automatiquement détournés vers le compte de la société fantôme à ton nom, Didier a besoin d'une autorisation expresse du titulaire du compte bancaire. Didier viendra sûrement avec une procuration notariale de la banque, a expliqué Arthur. Il te mentira sûrement. Il te dira que c'est pour une assurance maladie, un prêt ou toute autre excuse pour te tromper. Le fait est qu'il a besoin de ta signature originale sur ce papier aujourd'hui ou demain. Et que dois-je faire quand il m'apportera ce document? Ai-je demandé, prête à recevoir des ordres. Arthur s'est penché, me regardant comme un général traçant sa stratégie militaire. Fais semblant d'être idiote et de ne rien savoir. Continue de sourire. Traite-le bien et quand il te mettra le papier devant, signe-le simplement. Je suis restée stupéfaite. Signer? Est-ce que cela ne signifie pas que je donne légalement mon consentement pour détourner l'argent de son entreprise sur le papier? Oui, est intervenu Hugo avec un léger sourire. Mais au niveau informatique, Monsieur Arthur et moi avons déjà bloqué l'accès à ce compte depuis le siège central de la banque en coordination directe avec l'unité des délits économiques de la police. Ce compte est déjà un piège à souris. Ils verront l'argent entrer, mais ils ne pourront jamais retirer un seul euro. En signant, Didier pensera que son plan est parfait, baissera sa garde et deviendra arrogant. Et c'est là que nous l'écraserons au sommet de son arrogance. J'ai hoché la tête lentement, comprenant le brillant plan de ce grand homme. Je donnerai à Didier ce qu'il voulait. Je lui donnerai du mou pour qu'il se pende lui-même. Compris, monsieur Arthur. Je jouerai mon rôle à la perfection. Je ne permettrai pas que la mort de ma mère reste impunie. Ils devront tous payer leurs dettes. Arthur a hoché la tête, satisfait. La réunion secrète de ce jour s'est terminée par un grand plan qui secourait le conseil d'administration dans 3 jours. Une vengeance méticuleusement orchestrée, où la bonté et la patience puniraient l'avidité et la ruse sans pitié. Le trajet de retour à la maison a semblé beaucoup plus court que l'aller. Le chauffeur m'a déposé au bout de la rue, au même endroit que le matin. J'ai marché sur les trottoirs étroits de Valka vers ma maison d'un pas beaucoup plus léger. Le ciel du soir commençait à se teinter d'orange, signalant que la nuit allait bientôt tomber. La brise caressait mon visage comme si elle m'apportait des encouragements d'outre-tombe de ma mère. En arrivant, je me suis nettoyé et je me suis préparé à continuer mon rôle. Je suis allé à la cuisine, j'ai coupé des légumes et j'ai préparé un dîner appétissant. J'ai soigneusement mis la table, plaçant les assiettes et les verres exactement comme je l'avais fait pendant des années de mariage. Je me suis assuré qu'aucun de mes gestes ou expressions ne me trahisse. Je devais être la Lucie idiote. La Lucie qui dépendait entièrement de son mari. La Lucie prête à tout par amour. La nuit avançait. Les aiguilles de l'horloge marquaient 8 heures lorsque j'ai entendu le moteur d'une voiture s'arrêter devant la maison. Des pas très connus se sont approchés de la porte. J'ai trotté un peu vers le couloir et j'ai ouvert avant qu'il ne frappe. Didier était sur le seuil. Il était un peu négligé. Sa cravate était lâche, mais il arborait un immense sourire forcé sur le visage. Dans sa main, il portait un dossier en plastique bleu foncé. « Bonsoir, Lucie », a salué Didier d'une voix qui essayait d'être la plus douce possible. C'était un ton de voix que je n'avais pas entendu depuis très longtemps, le ton qui parvenait autrefois à faire fondre mon cœur, mais cette nuit, entendre cette fausse douceur ne m'a provoqué qu'une terrible envie de vomir. « Bonsoir, Didier. C'est bizarre que tu rentres si tôt. »« Entre, le dîner est prêt », ai-je répondu avec un large sourire, prenant sa mallette avec obéissance. Didier est entré et s'est assis sur le canapé du salon. Il a tapoté l'espace vide à côté de lui,
m'indiquant de m'asseoir avec lui. J'ai obéi, m'asseyant avec une posture un peu courbée, jouant à la perfection mon rôle d'épouse soumise. Tu dînes déjà ou tu préfères te doucher d'abord, ai-je demandé doucement. Le dîner peut attendre. Nous devons parler de quelque chose de beaucoup plus important maintenant, a dit Didier. Il a posé le dossier bleu sur la table et m'a regardé les yeux chargés d'une affection apparente. Lucie, je sais que ces derniers temps j'ai semblé très grossier et que je me fâche souvent, mais crois-moi, tout ce que je fais dehors, mon dur travail du matin au soir est pour notre avenir ensemble. J'ai dû retenir l'envie de lui cracher au visage. La justification qui sortait de ses lèvres m'a semblé répugnante. Il parlait de notre avenir pendant qu'il creusait ma tombe. Je comprends, Didier. Je sais que tu travailles très dur pour cette famille. Je ne t'ai jamais rien exigé, ai-je répondu en faisant trembler légèrement ma voix, comme si j'étais ému par ses paroles. Le sourire de Didier s'est élargi. Il pensait que j'avais déjà mordu à l'hameçon. Il a ouvert le dossier bleu sur la table, a sorti des documents officiels remplis de petites lettres et le logo d'une entité bancaire. Grâce à tous mes efforts, l'entreprise m'a accordé un bonus immense. J'ai l'intention d'utiliser cet argent pour nous inscrire tous les deux à une assurance maladie privée avec une couverture maximale et pour nous ouvrir un fonds d'investissement à long terme très rentable. A expliqué Didier avec aisance. Les mensonges coulaient de sa bouche sans le moindre obstacle. Il a poussé les papiers vers moi, laissant apparaître la dernière page qui avait la case pour la signature. Il a délibérément couvert la partie supérieure du papier avec la paume de sa main, comme s'il voulait seulement m'indiquer où signer. C'est le consentement, Lucie. La banque a besoin de ta signature en tant qu'épouse et en tant que bénéficiaire principal. Il se trouve que demain matin, ils vont le traiter. J'ai donc besoin de ta signature ce soir même. Didier m'a mis un stylo noir à encre gel dans la main. J'ai regardé le document. Grâce à l'explication de Monsieur Arthur, je savais parfaitement quel papier il me présentait. Ce n'était pas une assurance maladie, c'était une procuration bancaire qui donnait le plein contrôle du compte de la société fantôme, à mon nom, le compte qui recevrait l'argent de son crime. J'ai tenu le stylo. J'ai feint d'hésiter. J'ai levé la tête et je l'ai regardé dans les yeux. Le visage de Didier s'est tendu une seconde, révélant son impatience, mais il s'est empressé de la dissimuler par un petit rire nerveux qui sonnait très faux. Pour l'amour de Dieu, Lucie, tu te fais trop de soucis. Comment pourrais-je mettre ma propre femme dans un pétrin? Je suis ton mari. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Allez, tu n'as pas besoin de tout lire. Le langage des banques est toujours compliqué. Tu n'as qu'à signer dans ce cadre et c'est tout. Tu vois? Ton nom est en dessous. M'a-t-il persuadé? Il a fortement frappé du doigt l'encadré vide du papier. J'ai regardé son doigt puis je l'ai regardé en face et en moi-même j'ai pensé, oui, Didier, tu es en train de tendre un piège à ta propre femme et maintenant je vais te donner ce que tu veux pour que tu te détruises toi-même. D'accord, Didier, si tu dis que c'est sûr, je te fais confiance, ai-je dit à voix basse. J'ai posé la pointe du stylo sur le papier d'une main que j'ai volontairement fait trembler pour paraître nerveuse et j'ai apposé ma signature claire et nette dans l'encadré. En terminant, j'ai posé le stylo sur la table. Les yeux de Didier ont brillé. Il a laissé échapper un soupir de soulagement. Il a regardé ma signature comme si c'était un lingot d'or pur. Avec des mouvements rapides et frénétiques, il a ramassé les papiers, les a rangés et les a remis dans le dossier bleu. Il l'a serré contre sa poitrine comme un obsédé de l'argent. Merci, Lucie, tu es une épouse très obéissante, a dit Didier. Son ton est soudainement redevenu arrogant. La farce a pris fin dès l'instant où les papiers ont changé de main. Il s'est levé du canapé, m'ignorant complètement. Je vais dormir? J'ai déjà dîné dehors. Ne me dérange pas. Demain, je dois me lever très tôt pour régler une grosse affaire, a-t-il ordonné froidement, il a emporté le dossier dans la chambre et a claqué la porte. Je suis resté assise dans le salon. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai regardé la porte fermée de la chambre avec un demi-sourire de glace. Il avait mordu à l'hameçon. La corde était déjà parfaitement nouée au cou de mon mari. Le temps passait. La nuit est devenue plus silencieuse. Volontairement, je ne suis pas entré dans la chambre. Je suis resté dans le salon à tricoter un apron pour tuer le temps. Vers minuit, mon téléphone a vibré sur mes genoux. Un nom à l'écran, Paul.
J'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai porté l'appareil à mon oreille. Bonsoir, Paul. Qu'est-ce qui se passe pour que tu appelles si tard, ai-je murmuré, en m'assurant de ne pas être entendu de la chambre. De l'autre côté, Paul haletait comme s'il venait de courir. Bonsoir, Madame Lucie. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je viens de rentrer du bureau. Aujourd'hui, j'ai fait des heures supplémentaires. Ce n'est rien. Comment est l'ambiance au bureau? On sent beaucoup de tension, madame. Demain, c'est le dernier jour avant la signature officielle de ce macro-projet dans la salle de réunion. Paul parlait vite et à voix basse. Aujourd'hui, Monsieur Didier et Madame Valérie m'ont forcé à falsifier des dizaines de rapports finaux. J'ai tout fait pour qu'ils ne se doutent de rien. Bon travail, Paul. Nous avons un plan pour demain, ai-je demandé avec curiosité. Oui, Madame, a répondu Paul avec fermeté. Demain est le jour décisif pour Nora et moi. Monsieur Hugo nous a rencontrés en secret cet après-midi dans les archives du sous-sol. Il nous a donné une clé USB. Nora et moi avons une mission très risquée demain à midi. Mon cœur a bondi. De quoi s'agit-il? Nora se chargera de faire sortir Madame Valérie de son bureau à l'heure du déjeuner. Dès qu'elle sera sortie, je m'introduirai dans son bureau. Je dois connecter l'USB à l'ordinateur portable de Valérie pour cloner tous les registres de chats secrets, les reçus des transferts obscurs et tous les schémas de fraude qu'ils y gardent, a expliqué Paul d'une voix tendue, mais pleine de courage. J'ai dégluti. C'était extrêmement dangereux. Valérie était une femme méticuleuse et tordue. Si elle découvrait Paul dans son bureau, elle ruinerait la vie de ce garçon. Paul, c'est prendre un grand risque. S'ils te prennent, ils peuvent te dénoncer à la police pour espionnage industriel, ai-je averti, inquiète. J'assume les risques, Madame Lucie, a répondu Paul sans hésiter. Je ne peux plus reculer. Je ne supporte pas de voir ces gens comme Didier et Valérie s'en tirer en ruinant la vie de bonnes personnes comme vous, Monsieur Arthur. Hugo nous a garanti qu'il nous couvrirait avec les caméras de sécurité du couloir. Demain, nous aurons les preuves définitives. En entendant la détermination du garçon, j'ai senti mon cœur se réchauffer. Il y avait encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde prêtes à se sacrifier pour ce qui est juste. Fais très attention, Paul, s'il te plaît. Remercie aussi Nora de ma part. Faites attention tous les deux. Préviens-moi dès que vous parviendrez à en sortir, ai-je supplié avec insistance. Je le ferai, Madame Lucie. Priez pour nous. Je dois me reposer maintenant pour être concentré demain. Bonne nuit. Bonne nuit, Paul. L'appel a été coupé. J'ai regardé l'écran noir dans ma main. Les enjeux étaient désormais très élevés. Le délai de 3 jours qu'Arthur m'avait donné était passé en un éclair. La roue de la vengeance était déjà en marche et rien ne pouvait l'arrêter. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre où Didier dormait profondément, serrant les papiers de son crime. Cette nuit, il dormirait tranquille, se croyant un directeur intouchable, car demain à l'aube, nous nous dirigerions tous vers une fin qu'il n'imaginerait jamais de sa vie. Le soleil du matin brillait plus que d'habitude, comme si l'univers lui-même se préparait à témoigner de l'arrivée de la justice. J'étais debout dans un coin de la chambre, observant mon mari se préparer devant le miroir en pied. Didier avait mis le costume de marque le plus cher qu'il n'ait jamais acheté, un tailleur gris anthracite à la coupe impeccable. Ses cheveux étaient gominés en arrière. Son visage rayonnait, dégageant une aura d'arrogance insupportable. « Lucie, regarde bien comment je suis aujourd'hui », a dit Didier sans se retourner. Ses yeux étaient fixés sur son reflet. « C'est mon costume du triomphe. Aujourd'hui, lors de l'assemblée des actionnaires de l'ATIC, je m'assierai à la même hauteur que les patrons de l'entreprise. Quand nous signerons l'accord, notre vie ne sera plus la même. Je montrerai à tout le monde que Didier Duval n'est pas un simple employé de bureau de seconde zone. » Je lui ai fait un petit hochement de tête, les mains croisées devant le ventre, jouant pour la dernière fois le rôle de l'épouse docile. « Tu es très beau, Didier. J'espère que tout ce que tu as prévu pour aujourd'hui donnera le résultat que tu mérites. » Et bien sûr que oui, a répliqué Didier, arrogant. Il a saisi sa mallette qui contenait désormais les documents vitaux, y compris le faux pouvoir notarial que j'avais signé l'autre soir. Il est passé devant moi, a traversé le hall et est sorti de la maison sans s'arrêter un instant pour dire au revoir. Je suis resté à regarder la porte fermée un moment. Le faux sourire sur mon visage s'est évanoui,
laissant une expression froide et impassible. Fini les mensonges. Je me suis retourné, je suis allé à l'armoire et j'ai commencé à me préparer. Pendant des années, j'avais négligé mon apparence pour économiser sur les dépenses de la maison. J'avais laissé Didier s'habiller de luxe tandis que je me contentais de robes de chambre usées et d'un visage nu, mais aujourd'hui, je n'allais pas être cette fille de village que l'on pouvait insulter. Monsieur Arthur m'avait fait parvenir la nuit dernière une grande boîte avec un ensemble de femmes d'affaires, très élégant et très chic. J'ai mis une blouse en soie blanche avec un pantalon de tailleur noir de jet. Je me suis soigneusement coiffé, attachant mes cheveux en une queue de cheval sobre, et j'ai mis un peu de maquillage pour souligner mes traits. En me regardant dans le miroir, je me suis à peine reconnu, et pas seulement à cause des vêtements de marque, mais à cause de l'éclat de mes yeux. Il n'y avait plus aucune trace de peur, seulement l'assurance d'une fille prête à venger sa mère. À 9 heures précises, la voiture de Monsieur Arthur est arrivée à ma porte. Je suis sorti, j'ai fermé à double tour et je suis monté dans le véhicule. Sur le chemin du siège de l'entreprise, je suis restée silencieuse, regardant le trafic de Madrid. Mon cœur battait à 1000, injectant du sang ardent dans mes veines. En arrivant, le chauffeur m'a indiqué une entrée arrière restreinte, réservée uniquement aux dirigeants. Je n'ai pas eu à passer par la réception, où Nora travaillait, mais on m'a directement conduite à l'ascenseur privé des cadres. Quand les portes se sont ouvertes à l'attique, Hugo m'attendait déjà. « Bonjour, Madame Lucie. Vous êtes éblouissante aujourd'hui », m'a salué Hugo avec un sourire respectueux. Il a jeté un coup d'œil à plusieurs agents de police en civil qui attendaient dans le couloir. Les autorités sont déjà en position. Nous allons attendre dans la salle de contrôle. La salle de contrôle ? Nous allons attendre dans la salle de contrôle qui est attenante à la salle de réunion. Elle est équipée de haut-parleurs pour que vous puissiez entendre tout ce qu'ils disent. J'ai hoché la tête et j'ai suivi Hugo. Nous sommes entrés dans une petite pièce remplie de moniteurs et d'équipements d'écoute. À travers une vitre espionne, je pouvais voir une partie de l'immense table ronde de la salle de réunion. Quelques minutes plus tard, la porte principale de la salle voisine s'est ouverte. L'entourage de Moreau est entré, faisant étalage d'arrogance. Monsieur Robert Moreau, un quinquagénaire ventripotent au visage de renard, s'est assis sur le siège d'honneur. À sa droite s'est installée Valérie, moulée dans une robe rouge très ajustée, croisant les jambes avec superbe. Et à la gauche de Valérie s'est assis mon mari, Didier, avec l'air d'être un chien fidèle à ses maîtres. Monsieur Arthur est entré par la porte opposée. Son visage était de pierre. Il s'est assis, présidant la table en face de Robert, et c'est ainsi que la réunion pour la signature de l'accord a commencé. Leur voix filtrait clairement dans ma salle de surveillance. « Bonjour, Arthur », a dit Robert Moreau d'une voix rauque et impérieuse. « Quelle joie que le grand jour soit enfin arrivé. Cette alliance pour l'approvisionnement en matériaux du projet nous rapportera des gains énormes. Ma société de construction, soutenue logiquement par votre talentueux directeur, Didier, s'assurera que tout se passe bien. Je vous remercie beaucoup de votre confiance, Monsieur Robert, s'est empressé de répondre Didier. Il avait un ton dégoûtant. J'ai déjà préparé les dossiers de transfert. Les entreprises fournisseurs sont prêtes pour la première injection de capital. Valérie s'est immiscée dans la conversation avec un petit rire plein de dédain. Effectivement, Arthur, tout est bouclé et bien bouclé. Mon père choisit toujours les meilleurs partenaires. Il ne manque plus qu'à apposer votre signature sur le déblocage des fonds pour lancer le projet. J'ai vu Robert glisser un épais dossier vers le centre de la table à côté d'une plume dorée. Robert et Valérie ont échangé des regards et ont souri triomphalement. Didier s'est même frotté les mains en anticipant le déluge d'argent. Cependant, Arthur n'a même pas touché la plume. L'homme âgé s'est penché en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a planté un regard glacial et perçant sur Robert. Avant d'autoriser la sortie de millions d'euros de mes coffres, je souhaite projeter un petit résumé pour le conseil d'administration, a dit Arthur. Son ton était calme, mais il a résonné dans tout l'espace. Il a appuyé sur un bouton caché dans son bureau, les lumières ont baissé et un projecteur a allumé le grand écran mural. Mais sur l'écran n'est apparue aucune présentation du projet comme il s'y attendait. Ce qui est sorti fut le document de constitution de la société à responsabilité limitée Fantôme, fournisseur de matériel, créé par Didier. Juste en dessous sont apparues les preuves du détournement des flux de capitaux manipulés. Didier est devenu blanc comme un linge. Il a dégluti avec une difficulté évidente.
Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites en regardant l'écran. Valérie a décroisé instantanément ses jambes et Robert a froncé les sourcils en essayant de garder la façade, bien que la panique commençait à apparaître sur son visage. Didier a appelé Arthur d'une voix qui était maintenant le prélude d'une tempête. Peux-tu m'expliquer pourquoi l'entreprise de construction fournisseur, qui devait recevoir des millions d'euros, tu l'as enregistrée au nom de ta femme en utilisant une signature que vous avez falsifiée le mois dernier? La salle a éclaté en murmures des autres directeurs présents. Didier tremblait. Une sueur froide perlait sur son front. Ça, c'est un mensonge, directeur. Il y a un malentendu. Ma femme a dû la monter de son côté. Je ne savais rien, a balbutié Didier, essayant pathétiquement de me rejeter la faute. Fascinant, a répliqué Arthur avec ironie. Alors, que me dis-tu de la suite? L'écran a changé, montrant les faux bilans comptables et les historiques de chat que Paul avait extraits la veille. C'est le plan complet pour vider les coffres de la compagnie. Extrait directement de l'ordinateur portable de notre directrice marketing, Valérie, a exposé Arthur, et il a fait un signe, de sorte que l'enregistrement a commencé à retentir dans toute la salle. Il s'agissait de l'audio secret entre Valérie et son père. La voix hautaine de Valérie a résonné. Tu n'as pas à t'inquiéter, papa. Ce directeur idiot de Didier est très facile à manipuler. Dès que les millions de l'entreprise de ce vieux Arthur entreront sur notre compte, nous dénoncerons Didier à la police. Que ce couple de crève-la-faim pourrisse en prison pour toujours. À la fin de l'audio, un silence sépulcral a englouti la pièce. J'ai regardé Didier derrière le verre. Cet homme rempli d'arrogance regardait maintenant Valérie, le visage décomposé par l'incrédulité. Sa mâchoire tremblait. Il venait de se heurter à la réalité la plus crue de son existence. La femme qu'il idolâtrait, pour laquelle il avait humilié sa femme et renié sa nourriture, le voyait comme un roquet et l'utilisait comme chair à canon. Valérie, qu'est-ce que cela signifie? A demandé Didier d'une voix faible, les yeux injectés de sang. Tu m'as dit que nous allions nous marier, que nous profiterions de l'argent tous les deux. Valérie, acculée, a perdu toute son élégance. Son visage a rougi de honte et de rage. Elle a pointé Didier du doigt. Tais-toi, crève-la-faim. Je n'allais jamais me marier avec un campagnard comme toi. Tout ce montage de vol était ton idée, papa. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est lui qui a préparé toute la falsification des papiers. C'est vrai, a sauté Robert en se levant, plongé dans la panique. Arthur, la faute est à la cupidité de ton employé. Mon entreprise n'a rien à voir avec cette tromperie. Ce vaurien est le responsable. Il se jetait des choses à la tête comme des rats se battant pour survivre dans un puits sans issue. Didier avait été poignardé dans le dos par ceux qu'il vénérait. Le karma était entré en action. Arthur a frappé la table d'un coup de poing qui a fait taire tout le monde sous l'effet de la surprise. Ça suffit, fini le théâtre dans ma salle. Vous êtes de la même racaille, Moreau. Je connais vos sales coups. Je sais que c'est toi qui étais derrière la société Écran qui, il y a 10 ans, a expulsé et détruit la petite taverne traditionnelle, provoquant la mort d'une femme qui était un ange. La même qui m'a sauvé de mourir de faim. Robert a trébuché en arrière. Son secret le plus sombre et le plus profond, celui qu'il croyait enterré pour toujours, venait d'être révélé à tous. Dans la cabine de contrôle, Hugo m'a regardé du coin de l'œil. C'est votre tour, Madame Lucie, m'a-t-il murmuré et il a fait un signe aux agents de police. J'ai hoché la tête et j'ai serré les poings. Je suis sorti de la salle, j'ai parcouru le court couloir et j'ai poussé les lourdes doubles portes de la salle de réunion. Elles se sont ouvertes en grand, attirant tous les regards des personnes présentes. Je suis entré en marchant avec élégance, de manière posée et débordant d'assurance. J'ai gardé la tête haute. J'ai laissé qu'ils connaissent la nouvelle Lucie, celle qu'ils n'allaient plus jamais piétiner. Derrière moi, la police en civil est entrée pour surveiller les accès. Didier est resté bouche bée, comme s'il voyait un fantôme. La bouche ouverte. Il ne croyait pas à mon changement d'image. Eh Lucie, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis arrêté net juste en face de la table. À un pas de mon mari et de son amante. J'ai sorti les actes originaux de la maison de repas de ma mère et les vrais papiers de la constitution de l'entreprise fantôme que Didier avait cachés. J'ai jeté tout le paquet de papiers avec fureur sur la table, les éparpillant devant leur nez. Je viens te rendre le titre de campagnard que vous m'avez donné,
ai-je dit avec un calme stupéfiant qui glaçait le sang de quiconque m'écoutait. J'ai fixé Valérie, qui regardait maintenant le sol, très pâle. Qu'est-ce que ça fait, Valérie? Ton plan magistral de me mettre en prison est tombé à l'eau. Vous étiez si occupé à mépriser les autres que vous n'avez pas remarqué que moi, la campagnarde à qui vous jetiez les ragoûts à la poubelle, suis celle qui a recueilli toute votre saleté et l'a mise sur un plateau à votre chef suprême. Puis j'ai détourné le regard vers Didier. Il faisait vraiment pitié. Son arrogance était en morceaux. Il transpirait à grosses gouttes et ses épaules tremblaient. Et toi, Didier, ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai retenu toute larme. Toi, qui as jeté la boîte à lunch de ma mère par ostentation avec cette femme, qui m'a volé mon identité pour créer ta fraude de millions, espérant que ce serait moi qui pourrirais en prison. Tu as échangé notre mariage et notre dignité contre une richesse qui n'était qu'un mirage. Regarde-la maintenant, ton amante idolâtrée. Elle te vend à bas prix. Didier est tombé de sa chaise, s'est traîné vers moi et a essayé de m'attraper par le bas de mon pantalon, mais j'ai reculé d'un pas, dégoûté. Lucie, pardonne-moi. Lucie, ils m'ont trompé. Ils m'ont utilisé. Sauve-moi, s'il te plaît. Je suis ton mari. Je t'en supplie. Dis à Arthur de retirer la plainte, a gémi Didier, faisant un spectacle honteux devant toute la direction de la corporation. Il pleurait et suppliait comme un enfant terrorisé. Je lui ai soutenu le regard plus froidement que jamais, sans aucune trace de l'amour que je lui avais porté. Ton problème n'est pas qu'on t'ait utilisé, Didier. Ton problème est ta cupidité dégoûtante, lui ai-je lancé. Tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, tu les as payés avec la pire des trahisons. À partir d'aujourd'hui, tu cesses d'être mon mari. Tu recevras bientôt les papiers du divorce. Prépare-toi à payer pour tes actes derrière les barreaux. Car je ne retirerai jamais cette plainte. Jamais. J'ai détourné mon regard de lui et me suis adressé à Arthur, qui m'a fait un signe affirmatif plein d'admiration. L'homme âgé a fait un signe à l'officier de commandement. Ils avaient des indices et des preuves plus que suffisants pour agir. Les policiers ont saisi Robert Moreau, qui beuglait en maudissant sa fille. Ils ont menotté Valérie, qui pleurait inconsolablement, regrettant la fin de sa carrière et de son niveau de vie, et ils ont traîné Didier, qui criait mon nom en demandant pitié. Les cris du trio ont résonné dans tout l'attique jusqu'à ce que l'ascenseur les engloutisse, les faisant descendre vers leur perdition la plus absolue et éternelle. Dans cette salle de réunion qui retrouva le silence, je restai debout. Je respirais à nouveau tranquillement. Le martyre et la douleur qui m'enchaînaient s'étaient évanouis. Je fermais les yeux, imaginant le visage de ma mère en paix. Ma vengeance était accomplie et la justice régnait enfin à son aise dans cette même salle des dirigeants. L'attique de l'entreprise fut plongée dans un silence saisissant après que les agents eurent emmené Didier, Valérie et Robert en détention. Les lourdes doubles portes se refermèrent, laissant derrière elles une paix étrange mais réconfortante. Je restais planté au même endroit, observant les carreaux où quelques instants auparavant mon mari pleurait, implorant pardon. Pas une larme ne coula. Le poids qui m'opprimait les épaules s'était évanoui. Les mois de vie de mensonges que j'avais endurés s'effondrèrent sans remède. Arthur vint vers moi et me fit un sourire franc. C'était le sourire de fierté qu'un père dédierait à sa propre fille. Il me tapota légèrement l'épaule et demanda à Hugo de me servir un peu d'eau. Tu es incroyable, Lucie. Ta mère serait sûrement énormément fière de la bravoure que tu as démontrée aujourd'hui, me loua Arthur avec douceur. Non seulement tu as nettoyé ton image du complot, mais tu nous as sauvés de la ruine économique et tu as rendu justice à Rosalie et à Hugo et à des gens bien comme Nora. Si vous n'aviez pas reconnu ce ragoût et que vous ne m'aviez pas cherché, je serais encore la femme stupide et naïve qui irait en prison dans quelques semaines. Les mois suivants s'écoulèrent rapidement, emportant tous les nuages et la pourriture de mon existence. La machine judiciaire n'eut aucune pitié pour le trio de criminels. Nous avons fourni des preuves irréfutables. J'ai dû témoigner au tribunal et là, j'ai pu contempler l'anéantissement de la cupidité. Le tout-puissant et arrogant Robert Moreau fit complètement faillite. La cessation fulgurante des contrats avec Arthur fit chuter sa holding immobilière en bourse. L'État procéda à la saisie pour compenser les dommages, y compris, après avoir perdu la peur, les plaintes d'autres de ses victimes d'expropriation, ce qui lui valut plus de 10 ans de prison. Valérie, qui se vantait toujours de marques de haute couture, fut déchue de son statut. Son élite d'amis la marginalisa et elle comparut au tribunal vêtue d'une tenue de prisonnière usée. Le visage lavé,
démacré et les yeux larmoyants, son prestige clinquant se transforma en son numéro de détenu pour escroquerie. Quant à Didier, nous nous sommes croisés lors des audiences. Il continuait à faire appel à ma compassion. Un après-midi, pendant une pause, il m'a crié depuis les cachots de rétention pour que j'annule les démarches de divorce, sanglotant et promettant de se racheter et d'être un bon mari. Je lui ai jeté un dernier regard et je suis parti sans lui adresser la parole. Sa condamnation fut ferme, usurpation d'identité, tentative d'escroquerie et abus de pouvoir. Il écopa également de nombreuses années. Parallèlement, le tribunal accéléra la signature du divorce et je retrouvai mon célibat, libéré de celui qui avait piétiné ma loyauté. Après le verdict définitif, je sortis des tribunaux la tête haute, clôturant ma période la plus sombre. 5 ans plus tard, la douce brise caressait mon visage, qui ne perdait plus son sourire. Je me trouvais à l'extérieur d'un grand et élégant local de 2 étages en plein centre de Madrid, sur le fronton en bois de chêne. Une typographie classique affichait « Héritage de Rosalie ». Maison de repas. Arthur tint sa promesse de compenser le sacrifice de ma mère. Il apporta tout le capital initial dans un emplacement enviable et me céda toute la gestion. Il me dit que les recettes de ma mère ne pouvaient pas rester seulement dans la mémoire. Elles méritaient d'être dégustées par le public. Évidemment, je ne m'en suis pas occupé seul. Je suis allé dans notre ancien quartier pour retrouver Marthe, l'assistante de la vieille taverne avant la tragique expulsion. Nous avons pleuré ensemble. Je lui ai offert les rênes de la cuisine de ce nouvel empire. Et ses mains ont redonné forme au paprika, au rôti et au safran avec la maîtrise d'antan. C'était le jour de l'ouverture officielle de notre grand restaurant. Nous avons reçu des dizaines de couronnes de fleurs de félicitations. Vêtu d'un impeccable tailleur-pantalon qui rehaussait ma confiance retrouvée, j'ai accueilli les personnalités invitées, le cœur exultant. Thérèse, ma voisine avisée mais loyale, fut ma première invitée. Elle m'a serré dans ses bras avec effusion, étonnée. Ma chérie, Lucie, j'en ai des frissons. Regarde-toi, une vraie femme d'affaires avec un immense commerce. Je t'avais prédit que des individus comme ton ex inutile verraient le leur tomber. Profite à fond de tout ça, s'est-elle exclamée, enthousiaste. Je riais en lui tapotant le dos. Mille merci, Thérèse. Sans ton avertissement cette nuit-là, je n'aurais pas tiré les ficelles. Entre et profite du festin. Tu es chez toi. Puis Nora et Paul sont arrivés en même temps. Les choses avaient beaucoup changé pour eux. Suite à la révélation du vol massif, Arthur a propulsé Paul au poste de remplaçant de Didier et Nora a quitté la réception pour occuper la direction du service client. Toutes nos félicitations pour votre ouverture, Madame Lucie. Quel endroit exquis et ça sent si bon, a loué Paul, débordant de joie. C'est grâce à vous, Paul. Nora, votre courage à pirater les ordinateurs ce jour-là est ce qui m'a amené ici. Vous avez une table exclusive près de la baie vitrée. Allez-y, finalement, l'invité d'honneur est entré. Monsieur Arthur a fait irruption, flanqué de son inépuisable écuyer, Hugo, vêtu d'une élégance suprême. Les yeux d'Arthur brillaient en contemplant l'ouverture animée, alliant des touches rustiques à un style avant-gardiste. C'est une beauté absolue, Lucie, a loué Arthur à son arrivée. Ta mère, où qu'elle soit, aurait un immense sourire en te voyant maintenant. Reconnaissante, j'ai escorté Arthur et Hugo à l'épicentre du salon. À ce carrefour du restaurant reposait une urne cylindrique. Elle était exquise, éclairée par de petits halogènes et subtilement éclairée. À l'intérieur reposait l'étincelle qui avait tout changé. La vieille boîte à lunch métallique de Rosalie. La boîte à lunch qu'ils avaient méprisée et qualifiée de camelote campagnarde reposait aujourd'hui, glorifiée. Marthe s'est jointe au groupe, impeccable dans sa veste de chef, regardant le reliquaire avec tendresse. Voir la boîte à lunch me ramène à Madame Rosalie, qui m'a toujours incité à comprendre qu'un bon ragoût n'est pas seulement une saveur, c'est une âme et un cœur, murmura Marthe aux personnes présentes. Arthur posa sa main sur le verre de l'urne avec une grande dévotion. Ce cœur abrite plus de blindage que toute la fortune amassée, ajouta-t-il d'une voix rauque. Cette vieille boîte à lunch ratifie que l'humilité finira par déjouer toute cette racaille avide. Défends ce fief, Lucie, et perpétue l'altruisme de Rosalie pour quiconque franchira ce seuil. Comptez-y, monsieur Arthur. J'ai répondu. Je me suis tourné vers la salle. Les convives trinquaient joyeusement. Les voix égayaient l'inauguration tandis que l'intense arôme de paprika fumé, de safran et de laurier nous imprégnait.
bien que la vie m'ait mené au bord du précipice avec la trahison, le parjure et le déshonneur, j'ai constaté que le destin donne à chacun ce qu'il récolte. Au despote, le cachot, exilé sans pitié. Et pour cette campagnarde, ce succès est mon émancipation totale, triomphant à travers le souvenir humble de la bienfaisance. La boîte à lunch qu'ils avaient autrefois rejetée me rendait sa lumière bénie et mon sourire n'aurait plus de fin. 5 ans se sont écoulés depuis que le coup de marteau de ce juge a changé mon chemin pour toujours. Le temps s'est avéré être le guérisseur le plus étonnant et le juge le plus juste en matière de récompense. Je me tenais sur le balcon du 2e étage, observant l'agitation des rues de Madrid. Le vent du soir me caressait. En dessous pendait une grande enseigne, héritage de Rosalie, maison centrale. Oui. L'entreprise avait prospéré et nous comptions déjà 5 succursales dans la ville. Le ragoût de ma mère n'était plus un plat de rue, mais le favori des politiciens et des familles en quête de bonne gastronomie espagnole. J'ai ajusté le col de mon tailleur pantalon couleur crème. Mon quotidien était mouvementé, à coordonner des dizaines d'employés, mais chaque effort était gratifiant. Très loin de mes angoisses passées, un léger coup à la porte interrompit ma rêverie. C'était Marthe, qui exerçait maintenant comme chef exécutif de toutes nos cuisines. Lucie, Thérèse est montée, elle t'a apporté des fruits de son verger du village, annonça Marthe avec enthousiasme. J'ai souri. Qu'elle entre tout de suite, Marthe, prépare un peu de thé, s'il te plaît. Thérèse est entrée quelques instants plus tard, aussi vitale et authentique que jamais, après nous avoir étreintes et servi le thé, elle a regardé, inspectant mon élégant bureau. Tu es devenue une femme d'affaires de l'élite, Lucie, a plaisanté Thérèse. Je suis toujours moi, Thérèse, celle qui te demandait tes poils en prêt. J'ai ri avec elle. Thérèse a posé la tasse et a pris un air circonspect. Lucie, ce week-end, je suis allée voir mon cousin à la prison de la province. Tu sais qui j'ai vu là-bas, a-t-elle murmuré. Mes pulsations n'ont pas bougé. Il n'y avait plus aucune trace d'angoisse. Didier, ai-je deviné. Thérèse a hoché la tête. Il balayait la cour de la prison. Il est consumé. Lucie, il paraît plus vieux qu'il ne l'est avec le regard vide. Mon cousin me dit que personne n'est venu le voir en 5 ans. Sa famille l'a renié par honte après la publication de l'escroquerie dans la presse. J'ai écouté sans sourciller. La suffisance de Didier s'était évaporée. Et Valérie, ai-je demandé pour certifier la fermeture de la balance karmique. Ils l'ont transférée dans une unité psychiatrique de la prison. Apparemment, elle est devenue folle en se voyant dormir sur du ciment. Elle passe ses nuits à crier, à demander des sacs à main et à appeler son père. Son père est décédé l'année dernière à l'infirmerie pénitentiaire d'une chute de stress sans guérison. J'ai expiré sans le moindre soupçon de victoire macabre. C'était la preuve du karma. Ils ont semé l'ambition et ont récolté la pourriture. Ils ont tout perdu au nom de l'égoïsme et se sont noyés dans leur fosse. Qu'ils suivent leur chemin, Thérèse, ai-je murmuré. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Nous, prenons soin de nos pousses de paix. Thérèse a hoché la tête, émue. Au crépuscule, je suis descendu dans la zone du restaurant. Elle débordait de clients. Les plateaux de ragoût inondaient la salle. J'ai pu voir Nora et Paul partager un dîner. Ils s'étaient mariés le mois dernier et Arthur était leur parrain. Paul était déjà directeur des opérations de la compagnie d'Arthur. Tout suivait son cours. Je me suis arrêté devant l'urne blindée au centre du restaurant. L'ancienne boîte à lunch restait intouchable, usée, sans éclat, mais d'une valeur inestimable. Tu observes tes racines, jeune Lucie? Je me suis retourné. Arthur était derrière, souriant, appuyé sur une élégante canne de commandement. Sa vigueur diminuait avec l'âge, mais son assurance persistait. Hugo le surveillait. Bonsoir, monsieur Arthur. Je l'ai salué affectueusement, m'approchant et embrassant la main de celui qui était devenu un véritable père pour moi. Je viens directement du bureau. 5 ans et cela resplendit comme jamais, a-t-il loué de sa voix cassée. Quand le cynisme des cadres m'accable, je passe par ici. En voyant cette boîte à lunch, je me force à me rappeler que face à la cupidité, la compassion palpite encore, comme lorsque ta mère a eu pitié de moi. J'ai souri avec des larmes contenues. Cette boîte à lunch m'a aussi sauvé, monsieur. Si elle n'avait pas préparé cette nourriture, mon ex-mari m'aurait pulvérisé. Arthur m'a regardé de haut en bas.
Tu te trompes, Lucie. Cela n'a été que le catalyseur. C'est ta force d'âme qui t'a sauvé, ta résistance face à leur pique et d'attendre ton tour de les frapper directement à la jugulaire. Tu as prouvé que te traiter de campagnard n'était que le caprice d'un lâche. La noblesse ne te rend pas faible. Ce verdict s'est niché en moi. J'ai glissé mes doigts sur le verre de la vitrine en hommage, m'assurant que Rosalie reposait fière de ma métamorphose. Les querelles avaient pris fin, laissant place à une nouvelle renaissance indomptable, sans tache et couronnée sous les directives de l'amour sous la forme de cette boîte à lunch éternelle.